bienvenue, sur, ce premier er webinaire, d'un deuxième cycle de webinaires, Adoptae, les couverts végétaux. Donc là, ce webinaire est dédié au lien entre les couverts végétaux et la biodiversité et donc comme je vous le disais, c'est le premier d'un cycle de 3. Donc pour ma part, je suis Céline Vachon, je suis chargée de mission à la chambre d'agriculture, régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis basée à Limoges et je suis la copilote en fait du projet Adoptae avec Marie Boitelet de la chambre régionale d'agriculture Occitanie. Voilà, donc tout d'abord, merci à tous de participer à ce webinaire. Donc pour vous remettre un petit peu le contexte d'organisation de ces cycles d'ailleurs de webinaires, en fait, c'est dans le cadre d'un projet donc, interrégional Adoptae. C'est un projet qui a lieu sur 3 ans, sur, 2023-2025, un projet, démultiplication. Alors donc ce projet Adoptae, en fait, c'est un acronyme pour, accompagner la démultiplication de pratiques agroécologiques éprouvées. Et donc la pratique en question, c'est, les couverts végétaux, donc c'est un cas d'application et qu'on étudie donc sur 2 filières, les grandes cultures, polyculture élevage et la viticulture. L'objectif du projet, en fait, c'est de favoriser le déploiement des couverts végétaux, donc sur ces 2 filières, sur les 2 régions concernées, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Hop. Donc, plus précisément en termes de territoire du projet, vous avez en fait 7 territoires dans le projet, donc 4 en grande culture et 3 en vigne, donc qui sont représentés ici là sur la cartographie. Avec donc du coup des actions, plus précisément qui sont organisées sur chaque zone, donc avec des rencontres en présentiel et puis voilà des webinaires qui ont dû porter du coup, plus que ces 2 régions-là, puisqu'on a pas mal de participants d'autres régions. Donc vous pouvez retrouver toutes l'agenda en fait des rencontres organisées en présentiel et puis donc les webinaires sur, la page du projet. Donc, il y a le raccourci ici. En fait, la page du projet est hébergée sur la plateforme Agriconaissance. Voilà, normalement vous avez dû voir déjà l'information dans les mails. Et donc en fait, un petit focus sur une particularité d'Adoptae, c'est d'être un projet vraiment multi-acteurs et multi-réseaux puisqu'on a une trentaine de structures impliquées sur les 2 régions. Et en fait, l'objectif, c'est d'établir des plans d'action qui soient adaptés à la zone, donc au contexte et aux enjeux de chaque zone avec les partenaires locaux et puis des partenaires, interrégionaux. Voilà, toujours donc l'objectif de déployer les couverts. Donc vous pouvez retrouver, les actions d'Adoptae sur la page du projet, donc ici et puis sur, LinkedIn, si vous voulez, suivre les actus. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation du projet. Concernant, l'organisation du webinaire donc de cet après-midi, en fait, on a donc 2 séquences avec des présentations et des temps de questions-réponses, sur chaque séquence. Vous pouvez saisir au fur et à mesure des présentations vos questions dans l'espace de discussion et comme ça, elles seront traitées au moment de ce temps dédié aux questions-réponses. On va aussi utiliser quelques sondages en direct, donc on va faire un petit essai ensuite, pour, un peu recueillir aussi, vos avis. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le webinaire est enregistré, pour permettre l'accès au replay, donc par, plusieurs, personnes sur, la page dédiée des webinaires, Adoptae et donc sur la chaîne YouTube aussi. Voilà, donc si ça vous va, on va passer, au test, de sondage. Alors du coup, on va démarrer le premier sondage en fait, un petit peu pour savoir justement de quels horizons, vous êtes. Donc, vous devez normalement, voir sur votre écran, le sondage s'afficher. Voilà et donc vous pouvez y répondre soit, directement sur la fenêtre pop-up ou pour ceux qui ne l'ont pas dans la conversation. Donc, un petit peu une spécificité de ces webinaires par rapport au premier cycle qu'on a eu cet automne, c'est qu'effectivement on voit qu'on a vraiment des participants, pas que du sud-ouest, alors que sur le premier cycle, on était quand même plutôt majoritairement sud-ouest. On reste avec une majorité quand même entre Nouvelle-Aquitaine, Occitanie à on va dire un petit, 2/3, sud-ouest, mais voilà. Donc on en a tenu compte, hein, par rapport aux présentations, hein, les effectivement les intervenants, le savent. C'est vrai qu'on a plutôt un prisme sud-ouest, mais il y a pas mal d'éléments qui peuvent aussi, concerner d'autres régions. Alors merci et pareil pour savoir un petit peu, où, donc vos profils, savoir maintenant, vos filières d'activité. On voit qu'effectivement, hein, ça correspond à peu près au profil, qu'on vous avait demandé lors des inscriptions. On a quand même une majorité, grande culture, suivie de près par la viticulture. Donc et puis on a quand même on va dire un gros quart, d'autres filières, puisque c'est la particularité découverte d'être sur une pratique assez transversale.
Voilà. Donc vous avez vu, vous avez la possibilité, je ne vous l'ai pas dit et ce sera important pour les sondages qui vont suivre tout à l'heure, de cliquer sur plusieurs réponses, dans ce type de sondage-là, alors que celui d'avant, non, vous aviez une seule réponse possible. Et donc dernier petit, sondage, à vous demander, c'est de savoir un petit peu, bah, où vous en êtes sur les couverts. Voilà, donc pareil, vous devez le voir arriver. Alors la on va dire la grosse part semble avec un peu d'expérience, effectivement, mais on a tous les profils qui sont présents. Donc n'hésitez pas, même, dans la conversation faire part aussi de retours d'expérience que vous auriez sur les points qui sont abordés, pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc voilà, vous avez vu les sondages, il y en aura quelques-uns pendant les présentations et du coup maintenant je propose de laisser la main aux intervenants, donc sur la particularité, donc les liens, couverts végétaux et faune sauvage, donc Aude Giraud et Solène, Allard qui vont se présenter. Merci. Alors, bonjour à tous. Du coup, je vais partager la présentation. Donc Aude Géraud, moi je suis, chargée de mission à la Fédération des chasseurs Occitanie et je coordonne, le groupe technique, justement sur la gestion de l'interculture, dans le cadre du programme Agriphone avec, Solène Allard. Donc on va intervenir à double voix pour faire cette présentation, essayer de vous restituer un peu, les éléments de connaissances qu'on a aujourd'hui sur ces actions-là. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le programme Agriphone. Donc c'est un programme qui a été initié il y a, un peu moins de 20 ans maintenant, depuis 2006, qui est un programme à l'initiative, de l'OFB, anciennement ONCFS, qui visait à réunir les mondes, agricoles et cynégétiques, donc à créer des partenariats entre ces 2 mondes-là pour travailler sur, l'amélioration finalement des pratiques en faveur de la biodiversité, tout en essayant de concilier bien sûr, la production agricole. Donc c'est un partenariat qui réunit au niveau national les chambres d'agriculture, la Fédération nationale des chasseurs, la FNSEA et donc aujourd'hui l'OFB. Donc je vais pas aller beaucoup dans le détail sur ce programme-là, vous trouverez plus d'informations sur le site internet, du programme. Simplement, sur les objectifs de ce programme-là, donc vraiment, il se base sur, le partage et l'échange entre ces 2 mondes, le monde agricole et cynégétique, pour essayer de faire émerger des problématiques finalement, des questionnements sur le lien entre pratique agricole et préservation de la faune sauvage et de la biodiversité. Et ensuite, il permet d'expérimenter et de collecter des références, donc de tester des pratiques, de mesurer l'impact sur la faune et la biodiversité et d'essayer d'améliorer finalement à terme les pratiques, en favorisant la promotion des résultats et des références acquises auprès des agriculteurs. Ces références, et ces expérimentations, elles sont, réparties en plusieurs, thématiques qui ont été jugées prioritaires au niveau national parce que, elles sont récurrentes en fait dans les questionnements qui remontent, de l'échelle locale, départementale. Et donc il y a des groupes techniques, hein, qui se sont mis en place au fur et à mesure, finalement de ces remontées de questionnement. Donc le 1er justement traite de la période d'interculture, donc de la gestion de l'entreculture et des pratiques qui peuvent y être associées. Ensuite, il y a eu 2 autres groupes techniques qui ont été mis en place, sur, la gestion des bordures extérieures de champs, sur l'impact des pratiques de machinisme sur la faune sauvage. Un groupe technique également qui traite, hein, des pratiques agricoles, en territoire viticole et enfin un dernier, un peu plus récent, sur, les pratiques, pastorales, donc plutôt sur pastoralisme et petite faune de montagne. Donc ces groupes techniques, rassemblent des partenaires du programme, Agriphone, Chambre d'agriculture, Fédération des chasseurs notamment et font appel aussi à des experts extérieurs, notamment, instituts techniques, ou autres structures, institutionnels ou autres professionnels qui pourraient venir, finalement amender un peu les connaissances dans le cadre de ces groupes techniques.
Par rapport à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, elle est, abordée dans 3 groupes techniques. Le groupe technique viticulture l'a traité, dans le cadre d'un recueil d'expériences qu'ils ont réalisé, mais qui ne sera pas présenté aujourd'hui parce que l'intervenant, qui devait intervenir sur ce point-là n'était pas disponible. Donc aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur les connaissances acquises dans le cadre du groupe gestion de l'entreculture et avec un focus sur les références qui ont été acquises dans le cadre du groupe machinisme par rapport à la destruction des couverts. Par rapport au fonctionnement de ce programme, ce qui est, important aussi que vous reteniez, c'est qu'effectivement, on est sur un programme national avec des thématiques prioritaires, structurées en groupes techniques, mais il s'appuie surtout sur des déclinaisons régionales et locales. Donc on a notamment, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, des conventions régionales de partenariat qui permettent de décliner ce programme autour des thématiques prioritaires et qui associent du coup, les partenaires départementaux qui vont, eux, conduire des actions, opérationnelles sur les exploitations agricoles avec les agriculteurs du réseau, volontaire. Donc aujourd'hui, on vous a mis la carte alors, actualisée en 2021 des départements dans lesquels ce programme-là a été mis en place. Donc voilà, donc on a aujourd'hui plus de 70 départements qui sont engagés avec ces collaborations. Donc là, c'est toutes thématiques confondues. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent forcément sur les couverts végétaux, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un programme agriphone qui est mis en place, entre, Chambre d'agriculture et Fédération des chasseurs. Donc au niveau des programmes régionaux, en Nouvelle-Aquitaine, le programme est piloté par la Chambre régionale d'agriculture et au niveau d'Occitanie, il est, piloté par la Fédération régionale des chasseurs et à chaque fois, c'est bien une collaboration, chambre régionale, fédération régionale et délégation régionale de l'Office français de la biodiversité à minima, avec parfois d'autres partenaires impliqués à l'échelle régionale. Voilà, pour vous présenter rapidement, le programme Agriphone. Je vais laisser la main du coup maintenant à Solène qui va vous présenter les enjeux, liés à la préservation de la faune sauvage en période d'interculture. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, pour retracer un petit peu, ces enjeux-là, il y a déjà le terme utilisé, c'est le terme, enfin notre groupe, c'est le groupe gestion de l'entreculture. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'entreculture et non pas forcément d'interculture? C'est aussi pour mettre en évidence, en fait, les enjeux qu'il y a dans cette période, entre 2 cultures, finalement, et qui est assez cruciale pour la faune sauvage. Au-delà du couvert en lui-même, de ce couvert d'interculture, il y a cette période qui est une période en jeu parce qu'on va être dans une période de reproduction, de nidification pour un certain nombre d'espèces et une période durant laquelle ces espèces doivent pouvoir trouver des habitats diversifiés, des ressources alimentaires pour pouvoir vivre, survivre et élever leurs jeunes. Donc l'objectif de ce programme, c'était bien initialement de pouvoir proposer des couverts favorables à cette faune sauvage, au tout début, donc en 2009, quand le programme a démarré, on était vraiment sur le choix de couverts intéressants pour la faune sauvage. Ensuite, donc voilà, c'était plutôt un programme axé grande culture, plutôt au nord de la France. Ensuite, le programme s'est enrichi avec notamment les partenaires du Sud et de l'Occitanie, ce qui fait qu'on a un peu plus travaillé sur des itinéraires techniques par rapport à d'autres contraintes, notamment météorologiques, d'implantation des couverts. Donc ça, on vous le détaillera également un petit peu. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir acquérir des références sur l'intérêt de ces couverts de manière agronomique et pour la faune sauvage. Donc l'objectif étant bien de pouvoir convaincre les agriculteurs du bien fondé de ces couverts. Et donc pour cela, on fonctionne, donc, comme vous l'a expliqué Aude, en réseau entre les fédérations des chasseurs, les chambres d'agriculture et d'autres partenaires. Le groupe Entre Cultures cherche à harmoniser des protocoles, à mettre en place des outils de manière à équiper les différents partenaires et à pouvoir avoir des références comparables. Et donc les principaux travaux se basent sur des expérimentations. Petit élément de contexte, pourquoi est-ce que cette période d'interculture, elle est cruciale pour la faune sauvage? Alors juste pour faire un petit focus sur les oiseaux des milieux agricoles, un petit graphique que vous connaissez certainement,
qui est le fruit en fait de travaux de recensement des oiseaux mis en place notamment par le Muséum d'histoire naturelle depuis les années 90 et toujours actuellement. En fait, on recense à travers ce dispositif STOC, donc suivi temporel des oiseaux communs, on recense les oiseaux nicheurs par un système de points d'écoute. Et ce suivi a pu mettre en évidence en fait un déclin des oiseaux inféodés au milieu agricole d'à peu près 30% sur les 30 dernières années. Donc, ce qui traduit certainement une dégradation de l'habitat ou une perte d'habitat. Ces données ont été confirmées aussi par des suivis qui ont pu être mis en place par le réseau des fédérations des chasseurs avec, donc à l'époque, l'Office national de la faune sauvage, aujourd'hui OFB, où ces mêmes suivis ont été réalisés sur des espèces telles que l'alouette des champs, donc c'est la photo que vous voyez en haut, ou la caille des blés que vous voyez dessous. Et là encore, en fait, ce déclin a pu être observé sur ces espèces-là qui sont, elles, directement liées à l'habitat agricole, notamment aux espaces de grande culture. Donc, c'est assez interpellant, en fait, de voir la manière dont ces espèces évoluent quand on a en même temps d'autres espèces beaucoup plus généralistes, telles que les corvidés, corbeaux-freux, pies bavardes, ou alors encore les pigeons ramiers, qui, elles, vont avoir tendance à augmenter leurs effectifs. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un réel enjeu. L'interculture fait aussi partie des périodes cruciales durant lesquelles il faut que ces espèces puissent bénéficier d'un habitat, d'où l'intérêt de travailler sur les habitats au cours de cette période d'interculture. L'alouette des champs, c'est aussi un bon modèle puisque c'est une espèce que, alors je ne sais pas si vous la visualisez bien, mais je pense que vous l'avez tous entendue, puisqu'en pleine de grande culture, en fait, son chant est assez reconnaissable. Elle a un vol stationnaire, en fait, et des espèces de trilles, en fait, assez aigus, qui fait que c'est quand même un oiseau voilà, qu'on identifie assez facilement, qui est présent à peu près dans toute la France et qui est présent aussi bien en période de nidification, puisqu'elle niche dans les champs de céréales, essentiellement, qu'en période hivernale, puisqu'il y a des groupes hivernants en fait, qui se déplacent un peu plus au sud, mais qui restent présents dans nos contrées françaises. Donc cette espèce, voilà, on la connaît assez bien. Et ce qui a pu être mis en évidence à l'occasion d'une thèse qui a été réalisée notamment dans les Deux-Sèvres, c'était que, notamment en période hivernale, ces espèces-là, ces alouettes des champs, les groupes, étaient beaucoup plus abondants finalement dans des paysages dans lesquels on retrouvait des chaumes de céréales. Il y avait un effet positif très important de la présence de chaumes de céréales dans la localisation des groupes d'alouettes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une espèce granivore, donc qui a besoin d'un certain nombre de graines en quantité et en qualité. Hein, c'est comme nous, et il faut aussi un régime alimentaire qui soit assez diversifié. Et il se trouve que dans les chaumes de céréales, on trouve de grandes quantités de graines et des graines qui sont aussi faciles, qui sont facilement accessibles, puisque les alouettes, elles doivent pouvoir se nourrir et en même temps être vigilantes pour surveiller la présence éventuelle de prédateurs. Et donc, le chaume offre un habitat idéal dans lequel on peut se nourrir facilement parce qu'il y a une grande abondance de graines et on peut surveiller facilement les alentours parce qu'on a un couvert qui reste voilà, relativement limité. Donc, voilà, petite question, petit sondage pour avoir une idée en fait de l'importance des graines pour l'alouette des champs. Donc, combien de graines d'adventices, parce qu'effectivement, c'est aussi beaucoup de graines adventices que consomme l'alouette. Pensez-vous qu'une alouette des champs peut consommer quotidiennement en période hivernale? Donc, quelques réponses qui s'affichent. Donc, entre 4 et 6 graines par jour, entre 40 et 60 graines par jour, entre 400 et 600 graines ou entre 4000 et 6000 graines.
Voilà, donc il y a des participants qui viennent de nous rejoindre. Vous avez peut-être le sondage qui s'affiche en direct sur l'écran. Sinon, vous pouvez répondre, alors c'est un petit peu hop, direct dans le bain, directement dans la conversation, voilà, donc en cliquant, au-dessus, de l'aperçu des réponses déjà données. Donc sachant qu'on est une centaine, voilà, on a encore quelques attentes, mais bon, à Solène, enfin voilà, il y a Ah, quand même un on va gros pas groupe qui se Voilà. Un gros groupe se positionne en faveur de la réponse 400 à 600 graines par jour. Vous êtes près de 70% à avoir cette idée-là. Donc, on va dévoiler le résultat. fin du suspense. Fin du suspense, 4 000 à 6 000 graines par jour. Donc, vous voyez que l'alouette des champs, c'est un potentiel très, très bon auxiliaire de culture qui peut nettoyer les parcelles agricoles, puisqu'effectivement, alors non seulement elle va consommer les graines adventices les plus fréquentes en milieu agricole, à savoir les espèces de la famille des Renoé, des Kénopodes, des géraniums, mais elle va consommer 6 à 8 grammes de graines d'adventices chaque jour. Et 6 à 8 grammes sur ces toutes petites graines, eh bien, c'est 4 000 à 6 000 graines par jour. Donc, effectivement, un champ de chaume, voilà, il est plein de graines, mais ces graines peuvent très rapidement être consommées par la faune locale et en l'occurrence par l'alouette des champs et toutes les autres espèces d'oiseaux granivores. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, on voit que les espèces ont des habitats voilà, très particuliers, des besoins très particuliers en période hivernale. Toujours est-il que quand on a commencé à travailler sur le sujet des intercultures dans le cadre d'Agrifaune, on était à cette période où la directive nitrate imposait la mise en place de couverts d'interculture en zone vulnérable, donc ce qui concerne une grande partie de la France. Et les pratiques les plus courantes, en fait, consistaient à implanter un couvert de crucifères, généralement de la moutarde, après 1 ou 2 déchômages. Donc un couvert plutôt implanté assez tardivement, fin août, début septembre, et détruit plutôt précocement dès mi-novembre. Ce qui fait qu'en fait, voilà, dans notre plaine agricole, on se retrouvait avec des périodes de sol nu, notamment en juillet-août, après la moisson, donc au cours de ces déchômages, et puis de nouveau en novembre, décembre, et puis jusqu'à la mise en place de la culture suivante, donc février-mars. Ce qui fait que quand on regarde un petit peu les besoins de la faune sauvage, ben, on se rend compte qu'on a une rupture de leur habitat de reproduction potentiellement pour certaines espèces, de leur habitat en termes d'élevage des jeunes ou de survie pour toutes ces espèces qui vont consommer des insectes, des graines, voire des végétaux. Voilà, cet itinéraire technique finalement assez classique, il induit une certaine dégradation de l'habitat de la faune sauvage présente à cette période-là. Donc tout l'enjeu du programme Agrifaune a été de travailler pour essayer de maintenir et d'améliorer cet habitat, voilà, tout en conciliant cet objectif faunistique avec les enjeux agronomiques et puis les contraintes réglementaires. Voilà. Donc pour cela, en fait, on a travaillé sur déjà quel couvert idéal peut permettre d'accueillir la faune sauvage en période hivernale. Donc un couvert qui soit couvrant, puisque l'objectif, donc il y a des enjeux agronomiques que je ne vais pas redétailler là, parce que je pense que voilà, vous êtes tous bien au courant de tout ça. En termes faunistiques, en fait, le couvert, il est couvrant tout simplement pour protéger aussi les espèces des prédateurs et également des intempéries, notamment en hiver où on peut avoir des périodes de gel, de froid, de neige. Donc le couvert vient ici protéger les espèces. Ce couvert, il a malgré tout besoin d'être aéré parce que les espèces, si on veut qu'elles soient présentes à l'intérieur, il faut aussi qu'elles puissent circuler. Donc si on a quelque chose de très enchevêtré, avec énormément de vestes, de poids ou autre, on va avoir une difficulté finalement à pénétrer, à se déplacer dans le couvert. Donc il faut veiller à ce qu'il reste aéré. Et donc pour cela, en fait, pour obtenir quelque chose de couvrant et d'aéré, l'idéal, c'est aussi d'avoir une diversité finalement d'espèces, avec une diversité de structures végétales, avec
avec une diversité également de ressources alimentaires. Et donc, ça va être vraiment cet enjeu du couvert idéal qui va répondre à ces 3 caractéristiques: couvrant, aéré et diversifié. Donc, les travaux d'Agriphone ont tenté en fait de démontrer l'intérêt de ce couvert idéal pour la faune sauvage. C'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en évidence, hein, parce qu'on est là sur des espèces qui ont des fortes capacités de déplacement et qui ne sont pas forcément faciles à identifier dans des couverts qui vont être malgré tout assez développés. Je vous ai mis une petite photo pour vous montrer qu'effectivement, comparé à un itinéraire classique qu'on a à gauche avec du déchômage, à un itinéraire un peu plus innovant quelque part, où on va semer au moment de la moisson et où on a déjà un couvert un peu développé au mois d'août, c'est pas facile parce qu'on a des biais d'observation qui sont très clairs et ce qui rend assez difficile la détection des espèces à l'intérieur du couvert. Mais malgré tout, c'est ce qu'on a essayé de faire pour essayer d'avoir quelques clés d'interprétation sur l'intérêt de nos couverts diversifiés. Il y a quand même quelques partenaires, notamment des fédérations des chasseurs, qui se sont prêtés à l'exercice pour essayer de mettre en évidence l'intérêt de ces couverts diversifiés pour la faune sauvage. Donc là, c'était par rapport à des cultures d'hiver, blé, colza. Donc ça s'est fait notamment avec des suivis de nuit, parce qu'il est vrai que certaines espèces, elles vont utiliser ces couverts plutôt la nuit pour se nourrir en toute tranquillité. Donc ça sous-entend que le suivi soit réalisé quand le couvert n'est pas encore trop développé, parce que en fait, on intervient avec un phare et on observe aux jumelles les espèces présentes à quelques dizaines, voire centaines de mètres. Donc ça nécessite d'avoir quand même une certaine visibilité. Et donc ce suivi a été fait dans la Sarthe et il a permis de mettre en évidence une forte fréquentation de ces couverts diversifiés par rapport à des cultures d'hiver, notamment par les lièvres qui se nourrissaient tout simplement de cette végétation verte et diversifiée, riche en énergie. Également par tout un tas de petits passereaux qui venaient donc certainement aussi rechercher des graines à l'intérieur de ces couverts, voire aussi de la végétation verte, hein. Certains oiseaux se nourrissent de végétation verte également en hiver. Et puis des grives, des alouettes des champs, des perdrix, également des lapins. Donc voilà, cet intérêt en tout cas des couverts a pu être mis en évidence la nuit. Et il y avait également d'autres suivis menés de jour, donc c'était des battues à blanc en fait, qui ont révélé finalement les mêmes résultats, à savoir une bonne fréquentation des couverts diversifiés par la faune sauvage. Alors, quelques photos d'un couvert qui semble idéal. C'est une structure qui est assez étagée. Comme je vous le disais, il faut que ce soit couvrant mais aéré. Et donc, on joue pour ça sur la complémentarité des différentes espèces. On a des espèces un peu plus hautes, comme le tournesol que vous voyez sur la photo, qui a un effet un petit peu parapluie, assez couvrant. Et puis des espèces plus basses, notamment les légumineuses, parfois, qui vont permettre d'avoir des ressources au niveau du sol, parce que les espèces ne font pas toutes la même taille, donc il faut pouvoir avoir des ressources aussi dans ces différents étages. Et puis des couverts qui, de par leur diversité, vont offrir une végétation diversifiée, parfois des graines, tout au long de l'automne et de l'hiver, et qui vont favoriser aussi la présence d'insectes qui vont pouvoir entrer dans le bol alimentaire de certaines espèces. Vous voyez sur les photos notamment un tournesol qui est en graines, qui est quasi mûr. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises en octobre-novembre l'année dernière dans la Marne. Tout en haut à droite, un sarrasin aussi, qui est presque mûr. Et ça, en général, quand vous avez des chevreuils, ils ont vite fait de venir consommer justement ces graines avant même qu'elles soient complètement mûres. Et puis, voilà, tous les insectes qui vont bénéficier de la présence de ces fleurs, notamment tous les insectes pollinisateurs qui vont pouvoir profiter de ce couvert fleuri. Donc, tous ces travaux, en fait, ont été conduits notamment sous la forme de plateformes d'essai, donc menées par des partenaires un petit peu dans toute la France, entre 2008 et 2019, et ce, en partenariat avec le semencier, puisque l'idée était bien de pouvoir référencer des mélanges d'interculture disponibles dans le commerce, donc accessibles à tous, qui soient assez faciles à semer,
qui soit raisonnable en termes de coût. Et donc, ces plateformes d'essai, en fait, visaient à tester ces mélanges-là, les mettre en place dans différents contextes pédoclimatiques, à mettre en place un certain nombre de mesures agronomiques assez classiques, avec des pesées de biomasse, enfin des comptages à la levée, des pesées de biomasse, etc. Et puis des notations faunistiques qu'on vous présenterait un petit peu tout à l'heure. On ne peut pas faire des suivis d'espèces en tant que telles dans des plateformes d'essai. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est aussi tourné vers des notations, des expertises un petit peu visuelles du couvert qu'on vous présentera tout à l'heure. Et donc voilà, les couverts qu'on a testés, qu'on a référencés, se composaient de minimum de 3 espèces jusqu'à 4 ou 5 espèces. On n'était pas forcément sur des couverts avec une grosse biomasse par rapport aux enjeux justement de circulation des espèces dans les couverts, et des couverts qui essayent d'avoir une certaine diversité de familles végétales pour pouvoir contribuer à l'alimentation des animaux qui s'y trouvent. Quelques photos pour vous montrer un petit peu l'usage qu'ont les espèces du couvert. Donc vous avez à gauche des perdrix grises qui sont, elles, dans le chaume. On voit bien qu'il y a un adulte avec des jeunes, en fait. Donc là, qui a plutôt un rôle d'abri et puis même d'alimentation, puisqu'il y a, comme on le voyait tout à l'heure, beaucoup de graines dans les chaumes. Donc le lièvre, lui, va plutôt chercher une alimentation verte, en fait. Il va se nourrir la nuit à l'intérieur des couverts, se nourrir notamment de légumineuses ou de jeunes pousses de crucifères éventuellement. Les sarrasins également sont très consommés par les lièvres et les chevreuils, notamment quand ils sont en fleurs ou quand les graines commencent à mûrir. Sur des couverts pas trop développés, on trouve également le vanneau huppé. Donc on a des groupes d'hivernants, parfois plusieurs milliers d'individus l'hiver, qui eux vont se nourrir plutôt d'invertébrés, de vers, de carabes, etc. Et puis la photo de droite, vous avez donc des alouettes des champs qui sont à la recherche d'une alimentation végétale plutôt verte sous un couvert neigeux. Donc c'est en cela que le couvert d'interculture peut aussi permettre d'éviter cette couverture neigeuse importante et faciliter l'accès au sol et à la végétation. Sur la photo du bas, voilà, vous avez au milieu un radis chinois qui a été consommé par des lièvres notamment. Voilà, on voit souvent des traces, voilà, de consommation des couverts par la faune sauvage. L'idée étant que ce couvert il puisse vraiment être présent tout au long de l'hiver, pendant cette période où la faune a besoin d'un abri. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi, au début en tout cas, essayé de travailler sur le caractère gélif du couvert pour qu'il y ait une destruction qui soit naturelle et qui puisse autant que possible se passer de la mécanisation. Hop, je vais reprendre le relais du coup. Donc voilà, Solène vous a détaillé un peu quels étaient les enjeux, les besoins pour la faune sauvage et finalement quels étaient les critères du couvert un peu idéal pour favoriser la petite faune sauvage. Moi, je vais redétailler plutôt les aspects itinéraires techniques du coup. Donc vous l'avez vu sur la frise chronologique, on a un enjeu en termes de maintien d'habitat de reproduction en été, en juillet-août par rapport à certaines espèces, donc notamment par rapport à la caille des blés, qui est une espèce migratrice qui arrive dans nos régions en début de printemps, en avril-mai, et qui se reproduit chez nous. Et donc les éclosions, enfin voilà, la reproduction a lieu, comme son nom l'indique, à caille des blés, essentiellement dans les parcelles de céréales. Et donc on retrouve des nids de mai à fin juillet. Et donc, effectivement, après les moissons, il est important de pouvoir conserver ces chaumes de céréales pour maintenir un habitat de reproduction pour cette espèce. L'autre espèce qui est représentée là, c'est la dauphinelle de Verdun, c'est une espèce messicole. Donc, on travaille avec le conservatoire botanique par rapport aux enjeux de préservation de cette espèce. Et pareil, les plantes messicoles sont des plantes inféodées aux moissons. Et il y a quelques espèces qui ont elles aussi besoin d'une conservation des chaumes finalement pour pouvoir faire leur cycle de reproduction et pouvoir se maintenir sur nos territoires.
Donc quand on discutait avec les agriculteurs sur cette, conservation des chaumes, on voyait bien que, à part ceux qui étaient sensibles effectivement à ces intérêts biodiversité, faune sauvage, on avait un peu du mal finalement à convaincre et à engager un changement de pratique, en s'appuyant uniquement sur cet élément-là de retarder finalement l'intervention de déchômage. Donc on travaille depuis, 4-5 ans maintenant sur, des semis, précoces, des semis de couverts estivaux finalement qui permettent, de maintenir les chaumes de céréales et de faire bénéficier finalement des nombreux avantages qu'ont les couverts végétaux. Et avec ce semis précoce du coup sans travail du sol, on permet ainsi le maintien des chaumes. Au-delà de ces aspects-là, un des points qui nous avait fait aussi, envisager ces itinéraires de semis précoces, c'était qu'effectivement, les semis, les itinéraires techniques classiques avec des semis plus tardifs, fin août, début septembre, avaient de plus en plus de mal finalement à se mettre en œuvre, en Occitanie notamment, du fait des conditions, de plus en plus sèches à ces périodes-là. Et donc on se disait qu'effectivement ces semis précoces pouvaient être à un moment, des itinéraires alternatifs et un peu opportunistes à partir du moment où les conditions étaient favorables. Ces semis précoces ont aussi, l'avantage de favoriser un développement plus important finalement des couverts, parce qu'on est sur des périodes, avec, des jours, plus longs en été et qui permettent souvent, un meilleur développement des couverts si les conditions le permettent et aussi d'arriver, à une, floraison des couverts alors qu'effectivement les couverts, semés plus tardivement ont davantage de mal à arriver jusqu'à leur floraison. Alors excuse-moi Aude, tu as une question, je pense peut-être y répondre tout de suite, savoir si c'est des semis à la volée sans travail du sol, que tu Ah évoques bah, ou je le détaille juste là. très bien, On y est parfait. donc effectivement, les itinéraires sur lesquels on travaille, c'est effectivement un itinéraire de semis, ce qu'on appelle semis précoce, hein. C'est, aujourd'hui en tout cas dans nos travaux, c'est des semis qui vont être faits autour de la période de moisson. Donc soit effectivement juste avant la moisson, avec un semis, à la volée dans la céréale ou alors vraiment juste après, moisson. L'idée étant de se dire, bah, il y a une intervention lors de la moisson, on va intervenir au plus tôt possible derrière, d'un parce il reste de l'humidité résiduelle dans les sols et de 2 parce qu'on va éviter effectivement d'attendre 15 jours ou 3 semaines, de permettre finalement, une nouvelle, nichée l'installation d'une nouvelle nichée, pour la faune sauvage et finalement revenir derrière, détruire ces nichées et ces œufs. Donc on essaie d'intervenir au plus près de la moisson. Donc on a effectivement du coup ces 2 itinéraires, ou un semis à la volée avant moisson ou un semis après moisson, mais dans ces cas-là, un semis direct effectivement pour éviter, de travailler le sol et donc on conduit des expérimentations et des suivis et pour, essayer de voilà, de trouver les espèces qui sont le plus adaptées à ces conditions-là. Voilà, avoir des méthodes de semis aussi, qui permettent, notamment lorsqu'on est sur des semis à la volée, de pouvoir, avoir un semis le plus homogène possible, hein. Et on travaille également dans le choix des espèces, à essayer d'associer parce que sur ces couverts estivaux, c'est les espèces qui se développent souvent le mieux, c'est des espèces, vraiment typées été et qui sont souvent gélives, hein, et on essaie de les associer effectivement avec des espèces non gélives pour, permettre de maintenir le couvert le plus longtemps dans le temps. Donc je vous ai mis là quelques exemples de couverts, qui sont mis en place, voilà, avec des visuels. Donc le 1er à gauche, donc c'est, un couvert de sorgho fourragé, piper et de radis chinois, qui est mis en place, donc qui a été, semé, là c'est un exemple en 2023, donc qui est, essentiellement, proposé en semis à la volée, par la chambre d'agriculture et la fédération de l'Ariège dans le cadre du programme Agriphone et d'autres programmes de développement à côté. Donc on est sur un couvert qui est assez, simple, mais effectivement après avoir testé finalement beaucoup de choses, plus de diversité et plus de variété, on se recentre finalement sur les espèces qui montrent les meilleurs résultats, sur nos territoires, hein. Ensuite, il y a d'autres mélanges, voilà, qui sont proposés. Donc en Seine-et-Marne, ils proposent plusieurs mélanges aussi avec des interventions, avec des prestations de semis à la volée,
proposés aux agriculteurs. Donc là, voilà, je vous mets un exemple de rendu sur leur mélange agromellifère, qui est vraiment le mélange, qui associe, la plus forte diversité d'espèces avec différentes familles et une très bonne complémentarité. Voilà, où on retrouve un peu ce que disait tout à l'heure, Solène par rapport au couvert idéal. Et le dernier exemple, donc c'est un retour qu'on a eu, donc là sur un semis qui a été réalisé en 2022, donc 2022, année particulièrement sèche où effectivement, bon, ben, voilà, les opportunités de semis ont pas forcément été, très importantes sur ces itinéraires techniques-là. Mais on avait conduit une enquête un peu, auprès du réseau des conseillers agricoles, des chambres d'agriculture, hein, pour faire remonter justement les expériences de couverts réussis. Finalement, voilà, avec de faibles pluviométries, quels étaient les itinéraires qui avaient permis de dégager quand même, des couverts, avec un développement correct. Et donc on avait eu ce retour, de ce mélange qui avait été, semé en direct sitôt la moisson, dans le Jura malgré une très faible pluviométrie, même pour eux, cette année-là. En parallèle de ces travaux, donc Solène l'a dit, les groupes techniques ont vocation aussi à proposer des protocoles de suivi à mettre en place. Et donc on a profité de ces expérimentations pour, conforter un peu nos connaissances et nos arguments sur les habitats utilisés par les espèces. Donc je reviens notamment sur la caille des blés par rapport à l'importance, que revêt, la conservation des chaumes pour cette espèce, hein. Donc on a regardé un peu au-delà de dire, on retrouve la caille des blés dans les chaumes. On a essayé de regarder un peu quelles étaient les caractéristiques des chaumes qui, faisaient que finalement l'espèce était, le plus fortement présente. Et donc dans ce graphique, en fait, vous est, présenté un indice de sélectivité des habitats. Donc on a fait des comptages, de caille des blés avec, des prospections aux chiens d'arrêt après les moissons. Et on a regardé finalement, voilà, on prospectait tous les chaumes et on regardait les chaumes sur lesquels l'espèce était présente et on notait à chaque fois les caractéristiques de ces chaumes. Et donc effectivement, tout ce qui est au-dessus de 1 est sélectionné par de l'espèce et tout ce qui est entre 0 et 1 est, évité par l'espèce. Donc on voit bien que bon, les parcelles déchaumées sont effectivement évitées par l'espèce, mais aussi finalement les chaumes de faible hauteur sont aussi évités par l'espèce, vraisemblablement parce qu'ils permettent pas d'offrir l'habitat qu'elle recherche et notamment, une recherche de protection finalement et de refuge dans ces milieux-là. Et donc c'est à partir d'une hauteur de 20 centimètres qu'on voit qu'effectivement le chaume est particulièrement fréquenté par l'espèce, donc 20 centimètres, et au-delà. Et donc c'est effectivement aujourd'hui des arguments qu'on met en avant aussi et on essaie finalement, là aussi de porter ce message auprès des agriculteurs à partir du moment où effectivement ils ne valorisent pas la paille. Ils ont pas nécessité, de récolter, de manière, basse leurs céréales. On leur propose effectivement de relever un peu la barre de coupe et d'essayer de laisser des chaumes hauts, sachant qu'il y a aussi d'autres, arguments, peut-être un peu plus agronomiques aussi qui vont dans ce sens-là, notamment par rapport à la conservation d'un peu d'humidité dans les sols, qui peuvent permettre aussi de favoriser le développement, du couvert et aussi par rapport à la réduction des coûts de carburant. Autres suivis qui ont été, conduits dans le cadre de ce programme, donc on a essayé de proposer des itinéraires, des indicateurs de suivi de la biodiversité qui étaient assez simples à mettre en œuvre, qui nécessitaient pas d'avoir de compétences, naturalistes spécifiques. Donc on a, proposé un relevé de l'abondance en orthoptère, dans différentes, modalités. Je viens de voir, l'heure, je pense qu'il va falloir que j'accélère un peu, Céline, non? Ouais. Donc on fait en fait des transects dans les parcelles et on compte, le nombre de criquets et de sauterelles finalement qu'on voit, se déplacer devant nos pieds, donc voilà, c'est simplement un indicateur d'abondance qui, à un moment est le reflet de la capacité d'accueil, des parcelles par rapport à ce groupe d'insectes et une ressource alimentaire potentielle par rapport à la vie faune. Et donc effectivement, on voit, que dans nos témoins, alors on avait 2 témoins, le témoin, déchaumé, le témoin en chaume et le témoin chaume plus couvert. Donc on était sur ces semis précoces avec des suivis qui étaient faits en juillet, août et septembre. Et donc on voit effectivement déjà l'intérêt de conserver les chaumes par rapport à ces insectes, finalement et
à la fourniture d'habitat pour eux. Et on voit la plus-value apportée effectivement par la présence de couverts pour accueillir encore plus ce type d'insectes. Ensuite, bon, je vais passer un peu plus vite, mais on a regardé, toutes modalités confondues finalement, l'impact de la variable, quantité de végétation dans les parcelles, que ça soit du couvert, des repousses ou des adventices. Et effectivement, bon, au vu de la biologie de ces espèces et de leur régime alimentaire, effectivement, ce qui conditionne leur présence, c'est vraiment la présence d'une végétation, que ça soit dans les chaumes, ou dans les couverts. Et donc effectivement, l'implantation d'un couvert ajoute un intérêt, par rapport à ces espèces. Dernier point sur le volet, itinéraire technique. Donc on a parlé des modalités de semis. Maintenant, je voulais vous faire un retour sur les modalités de destruction aussi des couverts par rapport à des essais qui ont été conduits, en région Centre-Val de Loire, dans le Loiret et le 41, je me le suis, mangé. Bon, ce département 41 qui est juste à côté. Du coup, ils ont mis en place un protocole d'évaluation de l'impact de la destruction des couverts sur la faune sauvage loir-et-cher. Merci Chloé, il m'avait échappé. Donc il y avait déjà des protocoles en place, pour évaluer l'impact des pratiques de fauche, du coup des prairies, au printemps, et donc ils ont réadapté ces protocoles-là pour évaluer, l'impact sur de la destruction des couverts d'interculture, donc qui intervient finalement hors période de reproduction, donc à une période où finalement, on retrouve dans ces couverts des, individus adultes, que ça soit un mammifère ou un oiseau, ou des jeunes mais qui ont une capacité de développement et qui du coup, voilà, vont pas rester tapis dans le couvert, et donc avec, une incidence en termes de mortalité directe du coup, qui est moins importante que ce qu'il peut y avoir, en mai, juin, quand on est en pleine période de reproduction, que les poules faisanes peuvent être sur les nids, du coup ne pas bouger et rester tapis dans le couvert. Donc il y a malgré tout de la mortalité. Donc là, voilà, vous avez une illustration un peu macabre des découvertes qu'ils ont pu faire dans le cadre de ces suivis, avec là, par exemple, une poule faisane qui avait fait les frais de cette destruction des chaumes, de cette destruction des couverts. Et du coup, voilà, en termes d'évitement, finalement, de limitation de ces impacts, ce qui est préconisé, c'est effectivement de réduire la vitesse d'intervention pour permettre, à la faune d'avoir le temps de fuir finalement au devant de la parcelle, d'être plutôt sur des pratiques de fauche centrifuge, hein. C'est ce qu'on entend, maintenant assez régulièrement, hein. C'est les pratiques, habituelles qui sont préconisées, et d'utiliser des barres d'effarouchement. Alors là, ils ont testé plusieurs systèmes, et finalement, ce qui fonctionne, c'est des barres qui vont finalement faire du bruit, effrayer les animaux qui sont dans la parcelle, et les inviter à fuir la parcelle. Et donc, ils peuvent permettre, de réduire un peu la mortalité, voilà. Mais, voilà, avec un impact qui est quand même moins important sur la destruction de ces couverts d'interculture qui interviennent, voilà, en période, hivernale généralement, par rapport à des pratiques de fauche, des prairies qui sont là, bien souvent en pleine période de reproduction. Maintenant qu'on a vu du coup les itinéraires techniques, hein, enfin voilà, les différents éléments qui permettaient finalement de favoriser, la faune sauvage et la biodiversité, en période d'interculture, hein, on voulait un peu vous questionner du coup sur votre évaluation finalement, voilà, on s'adresse aujourd'hui à des conseillers agricoles. Finalement, dans vos conseils auprès des agriculteurs aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de voir, ce volet, voilà, pratique, favorable à la faune sauvage et à la biodiversité, comment vous le jugez finalement? Est-ce que pour vous, il est pris en compte de manière très faible dans le discours et le message que vous passez à vos agriculteurs? Ou est-ce qu'au contraire, effectivement, dans les itinéraires techniques que vous leur préconisez, finalement, les besoins de la biodiversité, de la faune sauvage sont largement pris en compte? Voilà, donc pour répondre, vous avez vu, hein, vous choisissez, le nombre d'ampoules, donc si c'est très faible ou très élevé, et vous cliquez directement. Les résultats s'affichent aussi au fur et à mesure dans la conversation, et donc oui, j'en profite d'autres effectivement, là, on va être en On retard. est Ouais, ouais. Oui. On est déjà en retard, c'est ça? Ouais, J'aurais dû finir? un Bon. tout petit peu, mais Ouais, ouais, c'est dommage, on va passer un peu plus vite après. Bon, là, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, vous l'aurez compris, c'est plus, voilà, une évaluation, donc voilà, on est à 2,4 en moyenne d'ampoules, d'accord.
Donc, coloré. on est entre faible et moyen. Du coup, ça fait le lien avec la partie suivante, finalement, sur lequel on voulait porter à votre connaissance quelques outils qui peuvent vous permettre de mieux prendre en compte, finalement, ces connaissances-là dans vos conseils. Donc, je relaisse la main, du coup, à Solène sur cette grille d'évaluation dont elle a parlé rapidement tout à l'heure. Voilà, donc je vais peut-être pas détailler beaucoup plus, mais après, c'est un outil qui est à votre disposition. C'est une fiche d'évaluation visuelle de l'intérêt découvert d'interculture pour la petite faune, donc qui est utilisable par tout un chacun. On n'a pas besoin d'être spécialiste de la faune sauvage. En fait, on se base là sur la structure du couvert et sur sa composition, notamment sur les différentes strates de végétation qui vont être présentes, qui vont être plus ou moins couvrantes, plus ou moins pénétrables, et qui vont offrir de la nourriture végétale, de la nourriture animale, des insectes par exemple, et puis une certaine diversité végétale. Et en fait, cette petite grille, elle permet aussi déjà de comparer les couverts les uns par rapport aux autres sur ces différents critères. Et puis, elle permet également de voir l'évolution d'un couvert au cours de la saison, entre le moment où on le sème et puis le moment où il va se détruire ou être détruit. On voit que son intérêt aussi évolue au fil du temps. Donc, c'est un outil qui est disponible sur le site d'Agrifaune et que vous pouvez utiliser. Merci Solène. Alors, je passe rapidement du coup sur les détails. Vous les aurez dans le diaporama qui vous sera envoyé. Autres outils, alors des fiches techniques sur lesquelles on est en train de travailler sur différents itinéraires techniques. Donc, on a vu là le semis à la volée avant moisson, le semis post-moisson sans travail du sol sur lesquels on travaille actuellement. Et on va faire aussi des fiches techniques sur le sursemis dans la céréale, donc semis de couvert en sortie d'hiver, qui sont des pratiques sur lesquelles on a travaillé les premières années, mais qui finalement s'avèrent être plus adaptées aux exploitations en agriculture biologique et moins en agriculture conventionnelle. Donc, c'est des itinéraires sur lesquels on a acquis des références, mais sur lesquels on ne travaille plus forcément aujourd'hui. Et le semi tardif après conservation des chaumes, qui reste effectivement le mode d'implantation d'un couvert hivernal qui peut avoir toutes les caractéristiques et préserver très bien la faune sauvage à cette période-là et qui peut être implanté après une conservation des chaumes. Donc, ces fiches-là seront bientôt disponibles, les premières à la fin du printemps. Et donc, on les mettra en ligne sur le site internet Agrifaune et peut-être qu'on pourra vous les relayer au travers du programme Adoptae. Voilà. Autre ressource, alors c'est dommage du coup, on va pas prendre le temps de visualiser cette vidéo, donc on vient juste, c'était une avant-première cette diffusion, on vient juste de finaliser une vidéo très pédagogique, une vidéo dessinée sur comment favoriser finalement la biodiversité en interculture, donc qui reprend pas mal d'éléments qu'on vous a présentés juste avant, qui a vocation finalement à être diffusée auprès des agriculteurs lors de vos rencontres, etc., qui peut permettre de manière en 2 minutes finalement de faire passer les principaux messages sur la préservation de la faune sauvage à cette période-là. Et donc la Le vidéo son sera en ligne sur, Agrifaune? Là, elle va être en ligne sur Agrifaune, puis je pense qu'on la mettra dans les ressources là, du coup, à la suite OK, du parfait. webinaire, si c'est Très possible. bien. Mmh mh. Le sondage, je sais pas, on passe Céline, on peut faire? Il me reste après la conclusion, c'était le sondage qui faisait la liaison un peu avec la conclusion, par rapport aux différentes pratiques qu'on a vues. Bon allez, c'est bon, on prend le temps. Par rapport aux différentes pratiques qu'on a vues, Voilà, je effectivement, lance le sondage et si tu veux, tu peux ouais, voilà, lesquelles vous paraissent enchaîner. effectivement, donc là, c'est pareil, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais effectivement, lesquelles de ces pratiques vous paraissent acceptables par l'agriculteur et que vous pourriez facilement finalement intégrer dans vos conseils, comme on a vu au sondage d'avant, que peut-être il y avait encore une marge de progression sur ces prises en compte-là. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Je passe sur la conclusion. Donc, je voulais quand même signaler qu'au-delà du programme Agrifaune, il y a des initiatives et des projets de développement de ces pratiques qui voient le jour, notamment dans le réseau des fédérations des chasseurs, mais aussi auprès de nos partenaires et notamment les chambres d'agriculture. Donc voilà, avec des essais sur du matériel qui peuvent permettre de favoriser ces semis à la volée avant moisson. Donc là, on présente notamment
les travaux qui sont faits en Seine-et-Marne avec ces interventions, avec ces prestations de semis qui sont proposées par la Fédération des chasseurs, avec notamment leur mélange agromélifère qu'on a vu tout à l'heure, hein, des actions toujours d'expérimentation et d'acquisition de connaissances qui se poursuivent avec des méthodes de semis, notamment effectivement le collage de graines pour essayer de favoriser les épandages des semences, notamment en mélange, des plateformes d'essai de variétés, alors notamment c'est la Chambre d'agriculture du Gers qui a travaillé là-dessus, qui a fait des essais de variétés de sorgho fourragers, voilà, qui ont permis de mettre en avance, voilà, de mettre en évidence effectivement l'intérêt de bien choisir la variété pour créer son mélange de couverts d'interculture avant de le déployer. Et plus globalement, de nombreuses fédérations proposent un accompagnement technique et souvent financier via la fourniture de semences auprès d'agriculteurs, alors souvent sur des territoires très ciblés par rapport à des enjeux faune, petite faune. L'idée étant à un moment de mettre le pied à l'étrier d'agriculteurs qui sont pas du tout finalement aujourd'hui qui mettent pas en œuvre de couverts d'interculture et d'essayer de favoriser les essais et le changement de pratique chez ces agriculteurs-là. Donc vous avez notamment là le couvert qui a été déployé en Ariège, le Coturnix 09 avec le nom scientifique effectivement de la caille des blés, Coturnix, voilà, et qui est déployé par la Chambre d'agriculture en Ariège. Pour conclure, je ne reviendrai pas sur les notions de diversité, ce qui est important en termes de couverts, mais uniquement pour dire que la biodiversité, à un moment, c'est un levier potentiel auprès des agriculteurs pour les accrocher sur ces pratiques de couverts végétaux, de couverture des sols, etc., et qui sont vraiment en demande d'informations et de connaissances sur comment favoriser la faune sauvage et comment accueillir plus de biodiversité sur leur exploitation, et que donc c'est potentiellement un levier au changement de pratique voilà, sur ces périodes d'interculture. Hop, je vais passer rapidement. Voilà, pour vous dire que le programme Agriphone se poursuit avec voilà, une nouvelle convention nationale qui va être signée cette année pour une durée de 3 ans et qu'on fera un appel à manifestation d'intérêt pour intégrer et proposer des expérimentations, participer à des expérimentations qui seront proposées par les GTNA. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir au courant et puis voilà, puis à nous faire remonter vos idées, vos besoins sur sur des expérimentations en lien entre la préservation de la faune sauvage et notamment en ce qui nous concerne les couverts végétaux. Merci, désolée pour le timing. Merci Aude et Solène. Alors du coup, on va enchaîner tout de suite sur les questions. En fait, vous avez 2 questions pour les alouettes. Une à savoir, jusqu'à quelle profondeur les alouettes des champs peuvent aller chercher les graines dont elles se nourrissent? Et savoir si les couverts, du coup, sont défavorables aux alouettes. Alors je pense que c'était en début de présentation, donc voilà. Je ne sais Les, pas s les alouettes, elles se nourrissent de graines qui sont présentes sur le sol, en superficie du sol. Elles vont pas du tout aller en profondeur. Première réponse. Deuxième réponse, j'avais vu quelque chose, moi, sur les chaumes de maïs, notamment, je crois, dans le chat. En l'occurrence, voilà, ça va être plutôt d'autres espèces qui vont être favorisées par les chaumes de maïs, les pigeons, par exemple, les colombidés, les grues, pour ceux qui ont des grues cendrées aussi. Pas forcément les alouettes des champs qui, comme on l'a montré, vont plutôt rechercher des adventices de céréales. Juste, voilà, c'était ouais, la ouais. question, c'était effectivement savoir si, les cannes de tournesol et de maïs avaient des avantages similaires, par rapport aux chaumes de céréales. Oui, donc une partie de la réponse effectivement que tu as donnée. Après par rapport à la particularité des chaumes de maïs, peut-être il y a un suivi qui a été conduit pendant 2 ans là dans le Gers justement pour évaluer, l'intérêt de la conservation de ces cannes de maïs sans enfouissement par rapport aux oiseaux. Et donc effectivement, on s'aperçoit que donc toujours pareil avec plusieurs modalités, notamment des chômés et enfin enfouissement des cannes de maïs et laissé à la surface, broyé, laissé à la surface. Effectivement, on retrouve énormément de fréquentation, bon, notamment dans le Gers par le pigeon ramier, par la palombe, mais on se rend compte aussi qu'il y a tout un cortège de passereaux qui utilisent préférentiellement
effectivement ces parcelles parce qu'ils vont voilà, avoir accès à une nourriture, notamment à quelques adventices, même si c'est pas forcément les mêmes que celles qu'on va retrouver dans les champs de blé. Mais on a aussi sur d'autres espèces, je pense notamment aux pipis de farlouse, voilà, d'autres espèces de passereaux, on a aussi cette ressource alimentaire. Bon, malheureusement, aujourd'hui, la directive nitrate impose un enfouissement de toute manière de ces chaumes de maïs sitôt les récoltes effectuées. Donc, c'était un peu pour ça qu'on avait collecté ces références et on n'a malgré tout pas réussi à infléchir cette politique nationale, enfin même européenne d'ailleurs. Merci. Alors pour en finir avec les questions sur la partie alouette, quel est le devenir des graines ingérées par l'alouette? Est-ce que l'alouette va les disséminer ou est-ce qu'elles sont neutralisées par la digestion? Bonne question. C'est une bonne question. Moi, je suppose qu'elles sont neutralisées par la digestion, mais ça pourrait être vérifié. Je chercherai la réponse. Merci pour la question. C'est vrai qu'on a le cas, sur d'autres espèces où c'est pas neutralisé, du coup, c'est pour ça qu'il y a la question se pose. Ensuite, on avait, des éléments, sur la destruction. Est-ce que la présence de l'avifaune est compatible avec une gestion destruction découvert par des ruminants? Donc un pâturage, en fait, découvert, Ah oui, il y a pas de contre-indication. Alors c'est vrai que c'est pas forcément, les couverts sur lesquels on a le plus, travaillé. Malgré tout, en tout cas par rapport à la destruction, il n'y a pas d'impact, en termes de mortalité ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'on peut avoir, sur une intervention mécanique, hein. Et à partir du moment où il y a un couvert, effectivement, développé, il peut y avoir du coup une ressource alimentaire disponible. Donc on l'a vu, hein, les enjeux, c'est surtout ça d'avoir une présence d'insectes, de végétaux, de graines et cetera et donc les 2 sont pas incompatibles. et alors du On coup, est toujours pardon, Ouais. par rapport à Non, non, vas-y. cet objectif destruction, la partie chimique, c'est-à-dire soit rouleau plus chimie ou soit, voilà, que la chimie, est-ce que en termes d'impact, est-ce que c'est des choses que vous avez regardées? Alors je sais pas Solène si tu as des éléments, nous c'est pas des choses qu'on a directement évaluées. Dans les travaux qu'on conduit, effectivement, on est sur de la destruction, qui est mécanique. Voilà, par rapport à l'impact potentiel effectivement, des produits phyto en termes de destruction. Par contre, c'est pas des choses sur lesquelles on a fait des essais ou des expérimentations pour vraiment voir l'impact, quoi. Après, il faut toujours le voir aussi en termes de ressources alimentaires disponibles. Effectivement, c'est souvent plutôt ça, l'impact de la destruction, c'est qu'effectivement, voilà, on enlève toute ressource disponible. OK et donc du coup, bah, pour, passer, la main, une dernière remarque qui avait été, partagée dans le chat justement, c'était de dire que les remarques qu'avait pu avoir donc le participant sur la faune sauvage, c'était plutôt les nuisibles qui arrivent à cause du couvert, donc les sangliers, les mulots. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Plutôt toi Solène, je pense, pour le coup. Bah, sur les sangliers, c'est vrai que souvent, c'est des couverts très développés ou des très hautes moutardes, par exemple, qui vont favoriser un peu les sangliers en plaine. Donc là, l'enjeu des couverts dont on vous parle aujourd'hui, c'est pas d'avoir des couverts forcément très développés et très denses. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais l'idée, c'est d'avoir quand même une certaine hétérogénéité aussi à l'échelle de la parcelle et pour pouvoir faciliter l'accès, notamment des oiseaux et de la petite faune. Donc voilà, on va pas forcément être sur ces gros couverts forts en biomasse qui vont potentiellement favoriser les sangliers. Et sur les mulots, alors j'ai pas trop d'éléments là-dessus, mais c'est vrai que c'est certainement un point de vigilance à avoir dès lors qu'on couvre le sol, mais je pense que c'est valable aussi sur des couverts basiques, entre guillemets. On limite l'action des prédateurs, de certains prédateurs, notamment aériens, notamment les rapaces, même si dans ces couverts-là, nous, je sais que dans nos couverts diversifiés, sur des suivis qu'on a fait justement nocturnes, on a vu du hibou des marais, par exemple, en hivernage, qui venait se nourrir des micro-mammifères, les campagnols en l'occurrence, dans les couverts. Donc il y a quand même une certaine prédation qui s'exerce, d'où l'intérêt d'avoir un couvert suffisamment aéré justement pour permettre aussi aux prédateurs de circuler et pour viser aussi cet équilibre à l'intérieur du couvert.
Alors, on va arrêter là la partie questions-réponses. Je fais juste je rebondis sur ce que tu viens de dire. Justement, il y a un participant qui disait que dans les couverts peu denses, on avait un risque de salissement par les graminées et chardons. Là, je vous renvoie peut-être à aller voir le dernier webinaire du premier cycle qui était justement sur la régulation des adventices avec les couverts, pour voir justement cette partie, densité. Et il y a une remarque aussi d'un participant sur le semis, avant récolte qui peut être séduisant, mais qui est conditionné à un choix opportun d'espèces et de variétés. Voilà, et qui nécessite d'avoir des parcelles propres. Du coup, pour passer à la séquence suivante, Solène et autres, je vous remercie encore. Vous pouvez peut-être, compléter parce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, une ou 2 là dans la conversation, pendant du coup la présentation qui va suivre. Et donc je propose à Florence et Anne-Charlotte de prendre la main. Merci. Bonjour à tous. Bon, alors, il y a toujours le petit stress du partage d'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais? Non. Donc, on va intervenir à 2 voix. Donc moi, je suis Florence et mon marié. Donc, je travaille sur la thématique apiculture pour le réseau des chambres d'agriculture et pour partie de mon temps dans l'équipe de l'association de développement de l'apiculture en Nouvelle-Aquitaine. Et je te laisse te présenter, Anne-Charlotte. Donc Anne-Charlotte Metz, donc moi je suis salariée à l'ADA Occitanie, donc l'association de développement de l'apiculture. Je suis basée à Montpellier et je travaille entre autres sur les questions de ressources alimentaires pour les abeilles et de relations entre apiculture et les autres filières agricoles. Alors, on va démarrer par un petit sondage. Voilà, donc la question pour se mettre en jambe sur notre thématique des couverts et des abeilles. Donc, prenez-vous en compte l'intérêt pour les abeilles des couverts dans vos conseils de choix d'espèces de couverts? J'arrive, voilà, c'est bon. Ah, L'ordinateur qui fait un peu la sieste cet après-midi. Donc, bah, vous avez l'habitude maintenant, donc vous voyez les réponses là au fur et à mesure, hein, dans le chat. On a une petite moitié pour l'instant, un peu. Et puis on va dire un quart oui, un quart non. Donc c'est assez, bon. une Bon, on fourchette va voir large. si on arrive à être assez influenceuse pour faire changer le sondage voilà, en fin de séquence. Alors, donc on va commencer par une partie pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, hein, quand on parle de pollinisateurs. Donc, les petits points de rappel donc sur les pollinisateurs sont là pour polliniser les cultures. Donc, en fait, un pollinisateur va transporter un grain de pollen de l'anther vers le pistil, donc l'organe femelle de la fleur, pour la féconder. Et donc, les pollinisateurs, donc on a des insectes pollinisateurs, donc c'est la pollinisation entomophile, et on a aussi d'autres modes de pollinisation, hein, donc certaines espèces sont en autopollinisation, et on a aussi la pollinisation anémophile par le vent. Et les espèces végétales ont évolué, enfin se sont développées en fonction de leur mode de pollinisation. Donc on voit à droite des espèces anémophiles, donc qui sont pollinisées par le vent et donc qui font des grains de pollen en forme de ballon, donc facilement transportés par le vent. Et puis sur la gauche, donc vous avez des espèces qui là ont développé des grains de pollen adaptés au transport par les insectes. Et donc un très bon exemple, c'est notre abeille domestique. Donc vous voyez sur la photo de gauche là notre abeille qui est toute jaune sur un capitule de tournesol. Donc cette abeille-là, elle vient butiner du nectar. Donc les fleurs produisent du nectar pour attirer leurs pollinisateurs. Donc là, on voit ou on peut imaginer la butineuse qui va chercher le nectar au fond des corolles des petits fleurons. Et en allant chercher son nectar, elle se couvre de grains de pollen. Et notre abeille, elle va donc circuler de fleur en fleur et transporter ces grains de pollen qui restent viables. Et donc, voilà, participer à la fécondation de cette espèce tournesol qui a donc un grain de pollen, donc, comme vous voyez, qui est plein de picules adaptées au transport sur les poils des abeilles. Notre abeille qui est sur la droite, là, elle est sur des anthères de maïs. Donc ça, c'est
une butineuse qui vient chercher des grains de pollen. Donc, il n'y a pas de nectar sur le maïs, mais elles viennent collecter du pollen. Et donc là, vous voyez que l'abeille, elle constitue sa pelote de pollen sur les corbicules de ses pattes postérieures. Et donc, elle n'a pas de rôle de pollinisation. Elle vient collecter du pollen. Voilà, donc on parle de nos abeilles domestiques qui sont d'excellents pollinisateurs, mais on sait qu'on en a beaucoup, des insectes pollinisateurs. Donc on a des abeilles, donc on a 1000 espèces d'abeilles en France. Donc il y a l'abeille domestique Apis mellifera mellifera, mais elle n'est pas toute seule. Donc on a voilà, toute une diversité d'abeilles. Donc je vous ai mis la photo de l'abeille charpentière, le xylocope qu'on voit circuler en ce moment sur les fleurs de colza. On en voit, donc c'est un pollinisateur polylectique qui va aller chercher du nectar sur un grand nombre d'espèces. Et donc, on a d'autres abeilles qui sont inféodées à une espèce. C'est le cas de la colette du lierre, par exemple, qui va collecter du nectar et du pollen uniquement sur le lierre et puis qui niche dans le sol. Donc, on connaît assez mal, hein, globalement, la biologie de toutes ces abeilles solitaires. Et puis, on a d'autres pollinisateurs dans d'autres familles. Les diptères avec les cirques, par exemple, qu'on connaît bien aussi pour son rôle de pollinisation sur le colza, par exemple, des papillons et des coléoptères. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va vous présenter pas mal de choses sur l'abeille domestique qu'on connaît un petit peu mieux parce qu'il y a une filière derrière avec une activité économique et des apiculteurs. Mais qu'on a toute une diversité de pollinisateurs qu'on connaît assez peu. Donc, on fait souvent l'hypothèse que ce qui est bien pour l'abeille domestique, c'est bien pour les autres pollinisateurs. Mais bon, voilà, à prendre avec précaution. Ce qu'on sait, c'est que donc il y a une synergie qui se met en place entre les différentes familles de pollinisateurs. Donc là, vous avez une publication qui montre que selon les espèces, vous avez une part différente des différentes familles dans la pollinisation. On sait que le fait d'avoir différentes familles, ça augmente l'efficacité pollinisatrice, donc ce qui tend aussi à inciter à favoriser la diversité des pollinisateurs, même quand on cherche un service de pollinisation des cultures. Et donc un chiffre à avoir en tête, hein, c'est qu'on admet couramment qu'il y a 80% des espèces cultivées qui dépendent des pollinisateurs, et en particulier tout ce qui est espèces fruits et de légumes. Et donc ça contribue à la diversité de l'alimentation. Alors, nos abeilles domestiques, donc là on va parler de couverts, d'alimentation de nos abeilles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le rayon de butinage de ces abeilles. Donc, si on avait un peu plus de temps, vous aurez fait un petit quiz, mais là, on vous donne directement des éléments chiffrés. Donc, ce qu'on admet couramment, c'est que les abeilles domestiques ont un rayon de butinage d'environ 3 km autour du rucher. Donc, vous voyez sur le petit tableau à gauche, un rayon de 3 km, ça fait à peu près 3000 hectares qui sont explorés voilà, de façon quotidienne par une colonie d'abeilles domestiques. Donc, ça représente une surface considérable. On parle aussi du rayon de 1 km ou 1,5 km, qui est souvent le rayon qui est pris en compte par les apiculteurs qui cherchent à faire une mielée. C'est sûr que dans le cas où on cherche un emplacement de rucher pour faire du miel, on va chercher à se situer à proximité des ressources pour que les butineuses qui vont chercher du nectar ne consomment pas tout le sucre qu'elles sont allées collecter pour le vol de retour. Donc, voilà, quand on est dans une configuration de production de miel, on parle plutôt d'un rayon de 1 km, 1,5 km. Mais voilà, les abeilles, dans leur environnement, elles vont facilement à 3 km pour chercher des ressources alimentaires. Et on sait qu'elles peuvent aller beaucoup plus loin, qu'elles peuvent faire 7-8 km pour aller chercher du pollen en particulier, quand elles n'ont pas à la proximité la ressource nécessaire. Alors, ces ressources alimentaires,
à votre avis, donc quelle est la période à laquelle les abeilles ont de forts besoins en ressources alimentaires pour développer le couvain? Voilà, donc pour la partie élevage dans la colonie. Est-ce que c'est plutôt janvier, avril, juillet, septembre ou novembre? Et novembre. Alors, je suis désolée, il y a un participant effectivement qui nous disait qu'il avait un gros décalage d'apparition du sondage, donc j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde, comme je vois qu'il y a pas mal de réponses qui rentrent, sinon, si ça s'affiche pas en pop-up, hein, regardez dans la conversation, pour répondre directement dans la fenêtre qui s'ouvre. Bon, voilà. Donc là, pour l'instant, je sais pas si tu vois, Florence, les résultats? Tu as une On cinquantaine de voit, réponses. voilà, il y a 60%, vous pensez que c'est avril, hem, mais que pour certains, vous avez aussi indiqué, d'autres, périodes que avril. Et notre proposition avec Anne-Charlotte, c'est de vous présenter ça comme ça. C'est qu'en effet, en avril, c'est vraiment la phase de développement exponentiel de la colonie. Anne-Charlotte va vous le montrer. Mais les abeilles ont besoin de ressources alimentaires sur tout leur cycle de développement. Donc ça démarre en janvier, enfin dès l'allongement de la durée du jour, les reines se remettent à pondre. Hem Et jusqu'en fin de cycle, à la préparation de l'hivernage, en septembre-octobre, les abeilles vont avoir besoin de ressources alimentaires. Donc voilà. Bon, vous avez tous raison. Novembre, c'est un peu tard. En novembre, c'est un peu tard pour proposer de l'alimentation aux abeilles. Là, elles sont en période d'hivernage. Donc je te passe le relais? Ouais, mais que je prends la suite, donc sur les besoins alimentaires de l'abeille. Donc tout à l'heure, Florence a parlé de pollen, donc elles vont chercher du pollen. Alors, non pas pour polliniser, elle a dit bon pour s'alimenter et par accident elles pollinisent. Mais donc le pollen, ça va être une source de protéines, une source de vitamines, de polyphénols, donc c'est extrêmement important. C'est surtout très important pour les jeunes individus, pour les larves, pour devenir des abeilles adultes. Mais un autre élément qui est, essentiel pour les abeilles, quel que soit l'âge, c'est le nectar, puisque le nectar, c'est la seule source, d'énergie qui est, butinée par les abeilles. Alors à l'exception quand elles vont trouver d'autres sources de sucre, elles vont aussi y aller si jamais il manque de nectar dans les fleurs, mais normalement, naturellement, leur alimentation, pour avoir de l'énergie, c'est le nectar et c'est ce qui leur permet de voler. C'est-à-dire que, elles ont besoin de beaucoup de nectar pour aller chercher de la ressource. Elles rapportent ensuite, du nectar et enfin ou du pollen à la colonie et ensuite le nectar, qu'elles ont en plus, elles vont le stocker et c'est ça qui va leur permettre de passer l'hiver. Tout à l'heure, Florence a parlé de différentes abeilles, différents pollinisateurs. La plupart des abeilles, ne les individus qui pondent ne passent pas l'hiver, ils meurent pendant l'hiver, donc il y a pas besoin d'avoir beaucoup de réserves. Il y a juste besoin des réserves pour l'individu, qui va sortir au printemps. Sur la colonie d'abeilles, c'est très important d'avoir suffisamment de ressources, qu'elles vont accumuler, jusqu'à l'automne pour ensuite pouvoir tenir pendant la période où il y a moins de ressources. Et enfin, il y a, un dernier élément qui est aussi extrêmement important, c'est l'eau. L'eau, elles en ont besoin, bah, bien sûr quand, pour, leur usage physiologique, mais elles en ont besoin également quand il fait très chaud pour, assurer la thermorégulation du nid à couvain. C'est-à-dire qu'il faut que la ruche ne monte pas trop haut en température pour que les individus puissent continuer à se développer. Et elles ont un système de ventilation, donc elles vont d'abord, ventiler et quand vraiment il fait trop chaud, elles vont rapporter des gouttelettes d'eau qu'elles vont déposer sur les cadres et ça va faire comme une, climatisation. C'est-à-dire que c'est l'évaporation de l'eau qui va créer de la fraîcheur et ce qu'il y a, c'est que les abeilles sont capables de maintenir, la température même quand il fait très chaud, sous condition d'avoir accès à l'eau. Même si dehors il fait 45°, elles sont capables de maintenir une température de 35° à l'intérieur de la colonie. Et enfin, l'eau va aussi être, utile pendant l'hiver, puisque l'hiver, donc comme je disais, elles ont stocké du miel. Le miel est très, très riche en sucre, pauvre en eau, contrairement au nectar et du coup, elles vont avoir besoin d'un petit peu d'humidité pour redissoudre le miel et le consommer. Donc même l'hiver, elles ont besoin d'eau et cette eau, bien sûr, doit absolument être, vierge de produits, de traitement et c'est pour ça que ça peut être important, s'il n'y a pas une source non contaminée, sûre à proximité, d'apporter de l'eau aux abeilles via des systèmes d'abreuvoir. Donc si on revient sur le développement de la colonie, donc une colonie d'abeilles en pleine forme pendant la pleine saison, donc au printemps
printemps, début d'été, on va avoir 40 000 individus. Donc c'est ce qu'on voit. Alors je sais pas ah ben non, vous voyez pas ma flèche puisque c'est pas moi qui fais le partage d'écran. Mais on voit le pic, voilà, c'est là où on a le plus d'abeilles et ça arrive, avril, mai, juin. Et après on va avoir une baisse progressive de, la population d'abeilles et qui après va plus être autour de 15 000 pour, passer l'hiver. Su Ce qui est important, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup d'alimentation, d'autant plus quand il y a beaucoup d'abeilles et c'est vrai que l'hiver, on va avoir besoin un petit peu moins. C'est pour ça que tout à l'heure Florence disait que c'était moins primordial au mois de novembre. Et du coup, sur la slide suivante, on voit qu'on a différentes, ressources qui peuvent être disponibles. Donc c'est un exemple, là qui est en Nouvelle-Aquitaine, hein, dans tous les paysages, on n'aura pas cet exemple-là. Mais là, on voit que la saison démarre, donc, vers le mois de mars-avril avec, les fruitiers, donc poiriers, pommiers. Puis il y a la floraison de colza qui est une très, très grosse floraison, une très grosse source à la fois de nectar et de pollen. Et ensuite derrière, après le colza, donc la colonie est déjà très forte, il y a beaucoup d'individus à nourrir et là souvent il y a plus grand chose à manger dans les paysages agricoles. Ce qui est problématique parce que fatalement, il y aura plus assez d'alimentation pour l'ensemble des individus. Et après cette disette, on va avoir d'autres floraisons qui vont pouvoir arriver, en particulier, sur des arbres dont le châtaignier, le miel de forêt, qui est plutôt un miellat, donc c'est les pucerons également qui vont pouvoir, sécréter une substance sucrée que les abeilles vont aller butiner. Et il y a ensuite tout ce qui est trèfle, ronce, qui sont des apports qui peuvent être vraiment importants dans les paysages agricoles. Il ne faut pas négliger ces apports. En plus, la ronce et le trèfle sont de bonne qualité, que ce soit en termes de nectar et surtout en termes de pollen, où là, le taux de protéines est très important et c'est 2 plantes qui sont très intéressantes pour ça. Et on retrouve à nouveau, une disette qui arrive à la fin de l'été. À la fois parce qu'il y a plus de floraison des milieux agricoles et surtout, il commence à faire assez sec. Donc c'est aussi plus compliqué pour la flore spontanée. On a moins de fleurs naturellement à cette période-là. Et il se trouve que cette période-là correspond aussi à une période où peut y avoir des couverts d'interculture et c'est là que le milieu agricole peut être vraiment un levier important, pour essayer de combler ces disettes-là. Et donc j'ai parlé de quelques plantes et maintenant vous allez pouvoir, indiquer quelles sont selon vous les espèces qui ont, un intérêt pour les abeilles, que ce soit en pollen ou en nectar justement. Donc il faut y cocher plusieurs cases, hein, bien sûr. Voilà et vous avez vu, vous avez un petit ascenseur normalement à droite, c'est sur la fenêtre là qui s'affiche, donc pour aller jusqu'au bout puisqu'il y a une dizaine d'espèces, qui sont proposées. Donc je vois qu'il y a déjà, pas mal de réponses. Il y a déjà voilà, la facélie qui se dégage, hein, donc ce qui est intéressant puisque c'est aussi utilisé en engrais verts. On a Alors également la moutarde. ouais, ce que j'allais dire, pas Ouais, beaucoup avec on la attend? moutarde, ouais. Oui. Pardon? Oui, pas beaucoup avec la oui, on est assez proche avec la moutarde. Et c'est vrai que c'est 2 espèces qui sont, très intéressantes puisque les 2 vont donner, radis les 2 sont oui, radis fourragers ou chinois, peu importe. Ah oui, sur le type de radis. Mais du coup, voilà, donc effectivement, il y a la facélie et la moutarde qui sont, très intéressantes, l'une comme l'autre. Avec, donc la moutarde, ça peut être aussi sur une floraison, sortie d'hiver, donc là, c'est intéressant pour le redémarrage des colonies et la facélie, ça peut être soit en fin de saison, en octobre ou alors sur, plus des jachères, au mois de juin, par exemple, où ça peut aussi avoir un grand intérêt. Je ne sais pas comment ferme Bah, écoute, le ouais, oui, les réponses bougent plus trop, donc mais je pense que ouais, tu peux décider, ouais. Donc là, ce qu'on avait mis en avant, c'est effectivement donc, févrole, moutarde, facélie, radis, sainfoin et sarrasin. Qui sont tous sont intéressants, avec certains qui peuvent même, produire des mielés, hein. On peut faire du miel de sarrasin, c'est vrai que et du miel de sainfoin également. Alors que sur de la févrole ou du radis, ça va être intéressant pour maintenir les colonies, mais on va pas produire de miel, parce qu'il y aura pas suffisamment de quantité, pas produire de miel avec, ces plantes-là. Et donc le Voilà, c'est cosmo, noté. juste pour réagir à tout de suite, hein, c'est une fleur qui est souvent présente dans les mélanges, mais qui en fait est de faible intérêt pour les pollinisateurs.
C'était un peu le Et on a une remarque, hein, d'un participant du coup bah, comme oui, ça coûte trop cher, ouais. voilà et ben, faut éviter et labourage par contre est très intéressante aussi. Enfin, il y a plein d'autres plantes qui peuvent être, intéressantes. On a fait une petite sélection, mais c'est pas exhaustif. Voilà et puis sur cette diapo, on vous a mis, quelques ressources. Alors il y a des liens cliquables que vous pourrez récupérer sur la diapo. Donc comme l'évoquait Anne-Charlotte, hein, les espèces, elles vont être intéressantes pour la production de pollen et de nectar. Alors pollen et nectar ou, donc selon les espèces, on peut avoir des espèces qui produisent que du nectar, que du pollen ou les 2. La question se pose de la période de floraison, de la durée du cycle. Le sarrasin est connu pour avoir un cycle court, donc c'est intéressant parce que ça va fleurir rapidement après le semis. Et puis des caractéristiques agronomiques, enfin, les sols acides, les sols calcaires, enfin des aspects sur la conduite, les successions culturelles à prendre en compte. Donc voilà, donc on vous a mis des ressources. Alors vous avez un tableau qu'on a élaboré dans le cadre du projet Okapi, qui est partagé sur la plateforme AgriConnaissance. Et puis, vous avez des outils spécifiques pour l'élaboration des mélanges en interculture. Donc, l'outil Interrapide de l'ITSAP et puis l'outil d'Arvalis. Et vous trouverez d'autres ressources sur la plateforme AgriConnaissance. Donc, on va vous illustrer des résultats alors, dans 2 situations, en grande culture et en vigne. Donc je commence par la partie grande culture et une partie des résultats qu'on vous présente, proviennent du projet Survapi. Donc Survapi, c'est un projet qui a été, financé dans le cadre, d'Ecophyto, qui a associé des partenaires du réseau des chambres d'agriculture et des ADA et l'ITSAP, l'Institut de l'abeille. Et donc qui s'est déroulé entre 2018 et 2022 pour le premier projet Survapi et qui se poursuit depuis 2023 avec un second projet Ecophyto. Donc le cœur de ce projet, c'est le suivi de ruchers observatoires dans des territoires agricoles qui donne lieu à de nombreuses phases de concertation et d'échange entre agriculteurs, apiculteurs et conseillers pour identifier des thématiques de travail qui intéressent l'ensemble des intervenants sur un territoire. Et on met en place un suivi expérimental sur ces ruchers. Donc on va suivre la contamination des matrices apicoles, la santé des colonies, en lien avec les activités agricoles dans l'environnement. Voilà, donc on suit d'un point de vue analytique des prélèvements de pollen d'abeilles butineuses à l'entrée de la ruche. Donc le pollen traduit la nature de l'alimentation qui arrive au niveau de la colonie. Et le suivi des butineuses nous permet de savoir si les butineuses qui reviennent du territoire agricole portent des contaminations. Donc il y a des analyses multirésidus qui sont faites sur les butineuses, sur le pollen et sur la cire pour avoir une image de la qualité des cires dans la colonie. Alors, donc là, je vous présente les résultats obtenus donc sur une zone céréalière, donc le secteur de l'Aunis, dans le nord de la Charente-Maritime. Donc là, la question posée par les agriculteurs et les apiculteurs, c'était la question de la préparation de l'hivernage avec les ressources alimentaires fournies par le tournesol et le maïs, puis les intercultures. Donc la période de suivi s'est étalée de juin à septembre pour apporter des éléments de réponse à cette question-là. Et vous voyez que dans le paysage agricole, alors bon, la première constatation qu'on peut faire, c'est qu'il y a une variation d'une année sur l'autre. Ce qu'on voit, c'est que les abeilles, en effet, vont chercher du tournesol et du maïs. Donc là, c'est l'alimentation en pollen qu'on est capable de suivre avec plus de précision. Donc le tournesol et le maïs contribuent à l'alimentation des colonies, mais vous voyez que ce n'est pas la majorité de l'alimentation qui arrive dans les ruches. On voit que les espèces semi-naturelles comme la ronce et le lierre représentent une part importante.
des adventices, donc notre ami Majus, voilà, que les abeilles vont chercher dans les zones céréalières, et puis des plantes de bordure de champs. Et on a vu en 2020 donc les couverts d'interculture apparaître. Alors, si on regarde ça sur un calendrier, donc là, vous avez donc les entrées de pollen dans la colonie sur la période de suivi. Donc là, vous avez juin et puis septembre. Et donc, vous voyez que le régime alimentaire suit les floraisons qui se succèdent. Donc, on parlait de la ronce, c'est plutôt au mois de juin. Les abeilles vont chercher de la ronce. Le tournesol et le maïs en quantité plus importante au moment de la floraison, sur début juillet. Et puis, par rapport au sujet du webinaire et des intercultures, donc vous voyez en effet qu'au mois de septembre, l'alimentation des colonies, c'est le lierre. Donc ça, on sait que c'est une ressource qui est hyper importante pour les colonies d'abeilles domestiques. C'est vraiment la ressource qui contribue majoritairement à la préparation de l'hivernage. Donc le lierre produit du nectar et du pollen. On voit encore un petit peu de ronce, un peu de trèfle et donc la famille des brassicaceae qui correspond au couvert d'interculture. Bon, sur nos 2 années, on n'a pas eu trop de chance parce que donc on avait un agriculteur qui avait voilà, sous le coude des couverts multi-espèces à implanter à proximité de notre rucher observatoire. Mais voilà, en Charente-Maritime, il fait souvent sec et ça, voilà, on n'a jamais eu de couvert qui s'est suffisamment développé pour qu'on puisse voir des fleurs. Donc, voilà. Donc ça fait partie des facteurs à prendre en compte, mais on avait des moutardes à proximité, mais couverts multi-espèces, on n'a pas pu en quantifier l'impact. Voilà. Mais on voit malgré tout que ça complète l'alimentation en fin de saison, d'avoir ces couverts. Alors une autre illustration, donc là c'est toujours sur VAPI, mais ça c'est le suivi 2023. Et donc là, la question posée par les agriculteurs et les apiculteurs, c'était: OK, on nous parle de jachère fleurie, mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour les abeilles domestiques? Donc là, on se situe à proximité de Saint-Jean-d'Angély. Donc là, on est toujours dans une zone majoritairement céréalière, c'est un peu plus diversifié. On voit apparaître un peu de vignes et un peu plus de polyculture élevage dans les fonds de vallée. Et donc là, on a implanté notre rucher observatoire à proximité d'une parcelle implantée en jachère fleurie. Donc la base, c'est le mélange de méliflore de l'Harmonie qu'on a complété pour avoir une densité de semis un peu plus importante. Donc la jachère a été implantée en avril 2021. Elle a été broyée en fin de saison, donc en 2021-2022, et donc en printemps, mai-juin 2023, ça ressemblait à la photo que vous avez sur la droite. Donc en 2023, il y a eu de l'eau, donc ça a permis d'avoir un couvert qui s'est développé et qui a fleuri. Et donc nos abeilles, voilà les pollens qu'elles sont allées chercher. Donc là, de la même façon, vous avez en abscisse les numéros de semaine, donc le calendrier. Alors, ce que vous voyez sur la droite, c'est que dès que le châtaignier fleurit, les abeilles vont chercher du châtaignier. Ça, on le sait que c'est un pollen qui est extrêmement attractif pour les abeilles. Elles vont chercher du nectar aussi sur le châtaignier, on fait du miel. Donc, dès que le châtaignier apparaît, elles mettent de côté tout le reste. On n'avait pas vu en fait qu'il y avait des châtaigniers. Les châtaigniers, ils sont, quand je vous parlais tout à l'heure du rayon de butinage, ils sont à 5 km de notre rucher, les châtaigniers. Et vous voyez que malgré tout, elles vont chercher du pollen de châtaignier. Voilà, pour revenir à nos pollens collectés, donc vous voyez qu'en début de saison, on a plus de diversité et on retrouve les espèces de notre mélange, en particulier le sainfoin, qu'on retrouve ici. Donc on n'en a pas vu d'autres parcelles de sainfoin dans l'environnement,
Donc là, on a fait l'hypothèse que le sainfoin qu'on a quantifié dans les échantillons de pollen qui arrivaient dans les colonies provenaient de la jachère. Et donc, quand on a fait l'exercice de quantifier la part de la jachère dans l'alimentation en pollen de la colonie, et vous voyez qu'on arrive à entre 10 entre 5 et 17%, mais qu'on arrive à une part non négligeable de l'alimentation des colonies qui provient de cette parcelle de jachère qui, je vous le rappelle, fait un demi-hectare dans notre rayon de butinage d'environ 3000 hectares si on reste sur nos 3000 sur nos 3 km de rayon. Donc voilà, on se pose souvent la question: «Mais oui, mais nos petites bandes, de jachère, est-ce que ça a vraiment un impact?» Et c'était ça, enfin, une des questions des agriculteurs, c'était ça, c'est: «Oui, mais est-ce que ça vaut bien la peine?» Et donc oui, voilà, ça permet de compléter l'alimentation, même si la surface est relativement limitée. Alors je vous le disais, bon, on va passer rapidement, mais on a fait également des analyses multirésidus sur les échantillons qu'on a collectés, donc nos pollens et nos butineuses. Et vous voyez qu'on trouve des résidus, hein, des traitements phytosanitaires qui sont réalisés dans l'environnement. Alors bien sûr, ce n'est pas les traitements qui sont faits sur la jachère, mais on voit des résidus de molécules qui sont liés, voilà, à de la dérive, à des remontées par systémie. Et ça, c'est vraiment une question, un point important à prendre en compte dans les suivis qu'on peut faire et puis dans les préconisations qu'on peut avoir. C'est qu'on sait que les abeilles sont potentiellement exposées à tout un cocktail de molécules dont on connaît plus ou moins les effets, mais voilà, ça fait toujours des points de vigilance à avoir quand on parle d'alimentation des abeilles. Heu, voilà, c'est d'avoir de la quantité, mais aussi de la qualité. Voilà, donc si on peut faire une petite synthèse, tout à l'heure, Solène parlait du régime alimentaire des alouettes. Bah, le régime alimentaire des abeilles, c'est pareil, il faut que ce soit diversifié. Donc elles vont toujours chercher une grande diversité de pollen pour, aller chercher, comme l'indiquait Anne-Charlotte tout à l'heure, tous les acides aminés, notamment dont le couvain va avoir besoin. Donc on voit que les cultures contribuent, mais aussi, les essences présentes, dans les haies, par exemple. Les ronciers, on a vu, tout ce qui est adventice, bordure de parcelles, messicoles. Et donc nos jachères fleuries, donc en saison ou en interculture, permettent de compléter ces ressources alimentaires. Et puis, comme je vous le disais, vigilance sur, la qualité pour éviter de, contaminer les abeilles en voulant bien faire et proposer une alimentation diversifiée. Donc Alors maintenant, oui. Ouais, alors Anne-Charlotte, juste une petite alerte au timing, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, que je vais aller très rapidement sur la vigne, mais il ne faudra pas hésiter à me recontacter. Vous allez avoir, je pense, mes coordonnées, sur le site. Alors pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est plutôt Adrien qui est à l'ADANA, et du coup pour l'Occitanie, ça sera moi, et dans tous les cas, tout sera en ligne et les résumés des essais que je vais présenter, sont aussi sur le site de l'ADA Occitanie. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a fait plusieurs études. Donc, il y avait une étude qui avait été faite en milieu viticole pendant l'hiver, et on a pu voir qu'il y avait des mielées relativement importantes avec des prises de poids, de 2 kilos par jour, hein, ce qui est pas négligeable, à une période, en février. Et donc ça, c'était lié à la présence de fausses roquettes. Donc c'est pas quelque chose qui a été semé, parce qu'on a la chance d'avoir, énormément de fausses roquettes, dans l'Hérault et l'Aude et un peu dans les Pyrénées-Orientales aussi. Hem Mais voilà, ça peut vraiment constituer une ressource, importante, parce que ça représente quand même pas mal d'espace, hein, tous ces interrants de vigne dans les milieux, très spécialisés sur la vigne. On peut passer, voilà.
Et on a pu voir aussi à travers cette étude l'impact de la destruction des interrants. Et donc là, on voit, il y a 2 courbes. Donc la courbe qu'on va regarder, c'est celle qui est en bleu, puisqu'il y a eu une destruction mécanique, donc pas de problème de contamination. Néanmoins, on voit que tout de suite, ça a énormément réduit la quantité de pollen rapportée à la colonie et qu'après, il a fallu attendre jusqu'à mars pour vraiment avoir une remontée de la quantité de pollen qui, là, ne venait plus forcément des interrants. Et ce que je veux alerter, enfin, ce sur quoi je voudrais alerter, c'est que des fois, j'entends bien qu'il y a des destructions de couverts d'interrants qui sont liées à des problèmes de stress hydrique, concurrence à l'azote, etc. Donc, il y a bien sûr cet aspect agronomique qui est très important. Mais parfois, j'ai pu échanger avec des viticulteurs, viticultrices, c'était pas forcément problématique pour eux de retarder d'1 mois la destruction des interrants, alors que ça peut avoir un impact très fort sur l'approvisionnement des abeilles mellifères, mais de l'ensemble de l'entomofaune floricole. Donc je disais, c'est intéressant de retarder le plus possible la destruction. Néanmoins, il faut à partir du moment où il y a des traitements issus, de la chimie de synthèse qui sont appliqués, le cuivre et le soufre sont pas si problématiques que ça. Enfin, c'est pas anodin, mais c'est pas ça qui pose vraiment problème dans le terme de contamination des matrices, apicoles. Quand je dis matrices apicoles, je pense au pollen, au miel, enfin donc au nectar, et à la cire. Et clairement, s'il y a des traitements qui sont faits, mais que ce soit herbicides, fongicides ou insecticides, là, ça devient important de détruire les interrants pour éviter la contamination des abeilles. Une autre année, on a fait une autre étude, enfin c'était, sur la même période, mais à partir de septembre, donc de septembre 2021 à mars 2022 et on a à nouveau, prélevé, du pollen sur les abeilles, enfin sur les colonies et donc on voit qu'il y a la fausse roquette, donc là quand on voit donc en rouge, c'est la présence de fausse roquette. On voit l'importance que ça a dans nos territoires héroltais en termes de ressources pour les abeilles, hein. C'est-à-dire qu'on voit à partir de février, il y a un petit peu d'amandier, mais sinon, dès la fin, octobre, c'est uniquement la fausse roquette qui permet d'avoir un approvisionnement en pollen pour les colonies. Et donc là, c'était dans un autre milieu, également viticole, toujours dans l'Hérault, donc ça revient à nouveau. Donc là, c'était plus diversifié à l'automne. Par contre, à nouveau, en tout début d'année, c'est la fausse roquette qui est, la seule source de pollen. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la précédente, on n'a pas retrouvé d'herbicide fin février, début mars, puisque entre-temps, il y a eu un changement de pratique, c'est-à-dire qu'on voyait bien précédemment qu'il y avait beaucoup de traitements avec la couleur de la végétation. Et début 2022, on voyait que ça avait été un travail mécanique. Et donc, ben, ça se retrouve tout de suite dans l'alimentation des abeilles et autres pollinisateurs, puisque là, on n'avait aucun résidu de traitement qui a été détecté. On avait fait une étude qui, elle, portait sur la période juste après, donc plutôt avril, oui, courant avril, avec début mai, chez un viticulteur gardois qui est en bio, en agriculture de conservation, qui a découvert qu'il laisse relativement longtemps puisqu'il fait les destructions uniquement au mois de mai. Et donc là, les abeilles ont pu bien profiter des ressources, alors en févrole, en moutarde et également en sainfoin. Vous aurez cette slide et puis, comme je disais, n'hésitez pas à revenir vers moi si derrière il y a des questions. On peut passer à la suivante. Donc, la petite synthèse de cela, c'est que la flore d'interrant peut être une ressource très importante et en pollen et en nectar pour la sortie d'hivernage et le redémarrage des colonies, mais il faut quand même prêter attention au fait qu'il ne faut pas que cette ressource soit contaminée. On a on a voulu aller plus loin. On s'est dit, mais donc il y a ce problème que, en saison, il y a des traitements quand même dans la plupart des milieux viticoles. Donc comment faire pour, les abeilles qui sont présentes, mais y compris les abeilles sauvages puisqu'elles ne peuvent pas être déplacées par l'apiculteur, l'apicultrice, comment faire pour les protéger? Et donc on a travaillé avec l'Institut français de la vigne et du vin à Gaillac, et on a mis en place, 2 jachères, mellifères pollinifères, 2 jachères apicoles dans, l'environnement de colonies d'abeilles. Donc c'était des petites surfaces, on avait 2 fois, 0,6 hectares et donc là, vous avez le détail des mélanges. Donc c'est des mélanges commerciaux, hein, qu'on achète directement, prêts.
On a fait des mesures sur le terrain pour voir ce qui avait bien levé et ce qui était en fleurs à différents moments. Donc, juin, on a fait une mesure en juin, une mesure en juillet. Donc, on ne retrouve pas l'ensemble de ce qui a été semé. Néanmoins, on voit qu'on a quand même une belle diversité. Et ensuite, donc toujours pareil, on a fait analyser par, étude palynologique les pollens qui ont été rapportés à la colonie et on va se concentrer uniquement sur la date du 9 juin. On voit qu'il y a, une part importante de, violet tout en haut qui correspond à de la facélie. Or, la facélie était uniquement présente dans ces jachères là, donc, sur un total de 0,6 hectares. Allez, à la diapositive suivante. Voilà. Donc là, on reprend, que ce soit plus visuel. On voit que la vigne est également butinée. Ça, c'est pas forcément quelque chose de connu, mais les abeilles sur, l'une des colonies ont ramené enfin sur 2 des colonies ont ramené, autour de la moitié, du pollen rapporté à la colonie venait de la vigne. Alors que la ruche 3, elle, il y avait seulement 11 qui venait de la vigne et elle est, 1/3 de son pollen récolté venait de la facélie. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a vu que la ruche 3 était allée beaucoup plus sur la jachère fleurie, contrairement aux ruches 1 et 5 qui étaient beaucoup plus sur la vigne. Et vous voyez sur ce graphique les résidus de produits de traitement avec en violet bleu les fongicides, en vert les herbicides et en rouge les insecticides. On retrouve grosso modo les mêmes molécules. Par contre, on voit tout de suite que la colonie qui allait majoritairement sur la jachère fleurie, elle est beaucoup moins contaminée. Les quantités retrouvées sont bien moindres. Et donc c'est ce que je mets dans la slide de conclusion, c'est que la jachère a quand même représenté jusqu'à 1/3 du bol alimentaire pour l'une des 3 colonies suivies, alors qu'il y avait seulement, 0,6 hectares de jachère et qu'elle n'était pas à proximité immédiate des colonies d'abeilles. Donc on peut imaginer qu'en mettant des surfaces plus importantes et à proximité immédiate des colonies, on peut espérer aussi atténuer, la contamination des matrices apicoles et donc de favoriser, une ressource saine pour les abeilles, même si à proximité, il y a des parcelles traitées. Voilà pour je laisse Florence sur l'arrêté Ouais. abeille. Donc, je vais passer très rapidement, enfin vous aurez les diapos, hein, sur cette partie réglementaire. Oui, Bon, pour vous laisser avez un petit peu de compris temps que aux questions, ouais, parce oui, oui, qu'on vous voilà. avez Mmh. compris, enfin que donc les couverts sont intéressants pour, contribuer à l'alimentation des colonies, mais qu'une de nos grosses préoccupations pour les abeilles, c'est la qualité et c'est aussi le souci du législateur. Donc il y a une réglementation depuis longtemps sur les abeilles et les prescriptions pour, utiliser des produits phyto en période de floraison et donc il y a un arrêté abeille qui a été publié en novembre 2021 qui introduit quelques évolutions, en particulier le fait que les restrictions d'usage des produits s'appliquent non seulement aux insecticides et acaricides, mais aussi aux fongicides et on sait que les fongicides ont un effet sur les colonies d'abeilles et aux herbicides et ça s'applique en particulier dans les situations de destruction de couverts, par des solutions chimiques. Voilà, donc vous regarderez les infos sur l'arrêté abeille. Voilà, on pourra y répondre bien sûr par la suite. Un petit point de vigilance, hein, cet arrêté, il est construit autour de la définition de cultures non attractives et on espère que ça va pouvoir évoluer. Donc un des exemples, hein, vous avez compris dans ce que vous a montré Anne-Charlotte, la vigne est classée comme une espèce non attractive, alors que nous, on sait très bien que les abeilles y vont sur la vigne. Donc on espère que ça pourra évoluer pour arriver à limiter les expositions des abeilles. Voilà, donc vous avez des liens vers des outils pour comprendre et pouvoir communiquer sur cette réglementation abeille. Et ben, pour finir, on voulait vous présenter avec Florence, des supports que vous pouvez avoir pour, aider à, trouver des infrastructures agroécologiques, des pratiques, agricoles qui permettent de favoriser, l'alimentation des abeilles en milieu rural. Et donc il y a 2 ans, on a travaillé avec, différents collègues du réseau des ADA sur, un petit guide qui, peut être demandé auprès de vos ADA avec des fiches, qui portent à la fois sur les couverts, sur les haies, sur les jachères mellifères, où ça reste assez, succinct. Le but, c'est de donner un aperçu, global des différents leviers accessibles aux agriculteurs et agricultrices.
Donc, je veux bien, Florence, que tu ailles voilà, pour vous donner une idée de comment ça se présente. En fait, sur chacune des fiches, on met en avant de quoi on parle, le plus agricole et le plus apicole pour voir quel est l'intérêt, réciproque à mettre en place ces pratiques. Et il y a aussi des éléments sur, le coût, les modalités d'implantation et cetera. Donc voilà. Voilà, donc j'ai mis le lien dans la conversation, hein, pour retrouver, effectivement ce guide, et donc on arrive au dernier, sondage. Oui, voilà. Donc, voilà, sur les suites à donner. Comment pensez-vous aborder le volet pollinisateur dans vos futurs conseils auprès des agriculteurs? Alors, voilà, on a identifié quelques pistes. Vous pouvez organiser une ouverture de ruche chez un apiculteur professionnel et faciliter les échanges entre agriculteurs et apiculteurs. Diversifier la composition des couverts pour développer la part des espèces d'intérêt pour les abeilles. Favoriser les jachères fleuries. Organiser une intervention sur les abeilles lors d'une formation ou journée technique. Alors, l'avantage des formations, c'est que c'est l'hiver, c'est parfois plus simple à organiser qu'en saison et d'aller ouvrir des ruches. Vous pouvez prendre contact avec l'ADA locale pour organiser un suivi de ruchers ou des actions en commun. Ou peut-être que vous ne savez toujours pas, et donc là, on est à votre disposition pour échanger. Alors vous hein, comme tout à l'heure, il faut baisser l'ascenseur, qui est à droite là pour avoir accès à toutes les propositions et vous pouvez cocher plusieurs propositions. Donc pour l'instant, eh ben, on a une grosse trentaine de réponses. Donc je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui doivent se poser la question puisqu'on est encore 80, connectés. Donc ce qui remporte quand même, c'est, on retrouve un peu ce qu'on avait tout à l'heure, hein, sur la partie faune sauvage, c'est la diversification des couverts, de la composition des couverts, voilà. Mais, pas très loin, on retrouve, le fait de favoriser les jachères fleuries. Voilà, donc Bon, alors, bon, c'est une super idée de diversifier la composition des couverts pour développer la part d'espèces intéressantes. On voulait avec Anne-Charlotte mettre l'accent sur cette partie, enfin, qui, voilà, avec l'expérience qu'on a des suivis, c'est l'importance des échanges et de la concertation localement entre agriculteurs, apiculteurs et conseillers derrière pour faire du lien, comprendre les interactions entre les activités et trouver les solutions les plus adaptées à chaque territoire. Parce que voilà, on voit bien qu'il n'y a pas une solution adaptée à tout le monde, hein. Enfin, pour plein de sujets, c'est cette même conclusion. Mais voilà, ces réunions d'échange, ces temps de concertation, sont hyper riches. On a des outils à partager, donc n'hésitez pas sur, sur l'organisation de temps de partage et de discussion. voilà, bah, Anne-Charlotte a répondu justement effectivement dans la conversation. Il y avait la question: où trouver l'interlocuteur, local de l'ADA? Et je me suis permise également de mettre des compléments par rapport à la présentation, que j'ai faite. À la fois une vidéo qui avait été faite l'an dernier avec différentes interventions sur, les relations apiculture-agriculture et également le rapport, de l'étude. Eh ben, merci, Anne-Charlotte et Florence. Hem, alors du coup, ben voilà, on n'a pas de questions particulièrement dans la conversation. On a une remarque, effectivement d'un participant qui est ancien formateur arbo-apiculture. C'est certain qu'il est plus que favorable de faire échanger les agriculteurs et les apiculteurs car c'est clairement un partenariat gagnant-gagnant et voilà. Je pense que vous le contredirez pas. Non. Merci de ces témoignages. Et je voulais insister sur le fait que on est vraiment à l'ADA, ça fait partie de nos missions de venir, expliquer, sensibiliser sur, les besoins de l'abeille, sur les différentes plantes adaptées, à faire du conseil au cas par cas. Enfin, donc faut pas hésiter à venir vers nous. Ça arrive régulièrement, voilà, que j'ai des agris, qui m'appellent et qui me demandent, quoi semer, parce qu'ils ont de l'espace disponible. Ça fait vraiment partie de notre travail et c'est des petites choses comme ça qui, bah, petit à petit peuvent changer, des territoires, quoi. Voilà. Est-ce que du coup, il nous reste 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent par le chat? Sur justement les présentations de Florence et Anne-Charlotte ou s'il y avait un point sur lequel vous vouliez revenir l'une ou l'autre? Et sinon on passera à la conclusion. Voilà, on est passé un peu rapidement, mais Oui. on va pas repartir au début, donc
Donc voilà, non, revenez vers nous en effet si vous avez besoin de compléments. Enfin, il n'y a pas de souci bien sûr pour partager des éléments, échanger sur vos situations concrètes. Donc, Et intervenir sur des journées techniques, ouais, c'est aussi des choses qu'on fait, c'est une bonne porte d'entrée pour nous parce que, bah, les agris viennent pour, un sujet et puis ça permet de les intéresser, enfin voilà, d'apporter des compléments, donc faut pas hésiter. voilà, Mmh. voilà, si vous organisez des visites de vos, je sais pas, si vous avez des plateformes de démonstration de couverts, et que vous organisez des temps de visite ou d'échange, ben, n'hésitez pas à nous faire signe. Donc on peut venir nous en tant que conseiller, on peut faire appel à un apiculteur localement pour, compléter les messages que vous pouvez faire passer et apporter la petite touche abeille, sur l'intérêt des couverts. Voilà. Donc on a une remarque dans le chat là justement sur l'importance des pollinisateurs, sauvages. Mmh. Mmh. C'est Bah pas oui, du c'est tout sûr. antinomique, hein, c'est Mmh. vraiment, au contraire, en fait, tout ce qui est fait en faveur de l'abeille mellifère, ça sera encore plus important pour les abeilles sauvages qui, elles, ne peuvent pas être déplacées. Donc l'aspect continuité de la ressource et non contamination de la ressource, c'est effectivement ultra important pour, la pérennité des abeilles sauvages. Mmh. Mais c'est Alors sûr. Mmh. s'il y a pas d'autres questions, on va passer à la partie Mmh. conclusion et on propose pour ceux qui le souhaitent, juste après la conclusion, ceux qui souhaitent rester, on l'avait mis dans le chat pour voir la vidéo qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, sur la biodiversité. Alors juste pour vous rappeler, prochain rendez-vous, il y a 2 autres webinaires, hein, qui sont prévus dans le cadre de ce deuxième cycle. Un sur les cives qui est dès la semaine prochaine et puis un autre en mai sur le pâturage des couverts végétaux. Voilà, donc c'était le même lien d'instruction, donc je pense que vous devez avoir l'information et de vous rappeler effectivement qu'il y a des rendez-vous sur les zones adoptées. Donc Florence a évoqué tout à l'heure des journées techniques, et il y en a déjà eu de faites, il y en aura d'autres. Et donc justement, effectivement, il y a, peut-être des liens qui vont se faire localement sur ces zones-là pour, parler, des abeilles, des pollinisateurs et des couverts. Vous retrouverez tout ça dans la rubrique agenda, donc sur la page du projet. Voilà, sur la droite de la page, il y a un agenda qui est petit à petit tenu à jour et sinon vous pouvez aller sur LinkedIn. Voilà. Donc à la suite du webinaire, vous recevrez un questionnaire d'évaluation pour nous aider justement à avoir votre retour et puis, les suites possibles au webinaire et puis vous recevrez par mail, hein, quand le replay sera en ligne, donc pas avant une quinzaine de jours, hein, quand même, le temps qu'on fasse la page en question avec justement tous les liens vers les outils que vous avez pu citer et les liens des diaporamas bien sûr, qui seront, disponibles en ligne. Voilà. Dans la conversation, vous aviez les contacts, hein, des intervenants, comme elles vous l'ont dit, n'hésitez pas à leur demander des compléments d'information et j'en profite pour remercier les intervenants et puis tous les participants à ce webinaire. Donc merci beaucoup à tous et pour ceux qui le souhaitent, sauf s'il y avait, d'autres, remarques, que vous vouliez partager, les intervenants, on peut passer à la vidéo, qui est pas longue, hein, qui dure 2 minutes, hein, donc alors, j'espère qu'il y a bien le son, vous me direz? Plébiscités C'est bon. pour leurs nombreux services, les couverts d'interculture réduisent l'érosion, favorisent la rétention d'eau, protègent et agissent sur la fertilité des sols. Leur rôle en faveur de la biodiversité est tout aussi essentiel. Et la période d'interculture joue ici un rôle clé. Voici comment favoriser l'accueil de la biodiversité pendant l'interculture. Après la moisson, les chômes de céréales constituent l'habitat de reproduction et d'élevage privilégié pour certains oiseaux, comme la caille des blés. Ils y trouvent des graines et des insectes, mais aussi une protection. Leur présence est également favorable à certaines plantes messicoles, aujourd'hui menacées. Des chômes hauts protègent le sol et maintiennent plus longtemps l'humidité déjà présente. Ils favorisent l'accueil d'espèces inféodées aux céréales et permettent également de réduire les coûts de carburant lors de la moisson. Des itinéraires prévus pour concilier le maintien de chômes de céréales avec l'implantation d'un couvert d'interculture combinent ainsi les bénéfices des deux milieux. Plusieurs options sont possibles pour semer vos couverts. À la volée, la semaine précédant la récolte, à l'aide d'un épandeur d'engrais. Cet itinéraire peu coûteux est à privilégier en présence de pluie à la bonne période. Juste après la moisson, en semi-direct. Cette pratique permet de bénéficier de l'humidité résiduelle et de ne pas assécher le sol, mais nécessite de disposer du matériel nécessaire. Pour jouer pleinement leur rôle, ces couverts sont conservés en automne-hiver.
Dans le cadre d'Agriphone, de nombreux essais de partenariat existent avec les agriculteurs, organisations professionnelles agricoles, techniciens de fédérations des chasseurs et semenciers pour proposer des couverts et des itinéraires adaptés. Et voilà. Et bah, écoutez, merci à tous et puis, bah, du coup, bon après-midi et à bientôt, peut-être au prochain webinaire. Au revoir, merci.